Eux vivent la grande vie. Au frais du contribuable. Et ils nous disent à nous, le petit peuple, d'économiser et de se serrer la ceinture. Est-ce que c'est possible que je me mange une carotte sur Dubaï? Ça, tu m'as dit qu'à Dubaï, ça ne pouvait pas arriver. Ça peut plus. Une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. On va retenir le projet qui a foiré et on va pas regarder les 9 autres qui se sont super bien passés. Et ça, c'est pareil à Marrakech. On est tous autour là, on fait un poker et la France, elle donne tous ses rois, tous ses as et elle récupère que des 3 de pique et des 4 de cœur. Il n'y a pas vraiment de faillite dans le sens où voilà, ils se mouillent et après, vu que là il y a un dynamisme énorme, ils se sold out, donc ils se vendent en 1 minute en fait. Ouais. Même moi, je me dis, mais d'où vient tout cet argent? Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans un podcast. Je suis pas tout seul, je suis avec Michael. L'idée de ce podcast, c'est un petit peu de comparer Dubaï et Marrakech parce que c'est des questions qui reviennent très très souvent que vous me posez en commentaire. Mehdi, Dubaï, Marrakech, avantages, inconvénients. Et effectivement, j'ai pour projet d'investir à Dubaï. Et c'est pour ça que Michael, je voulais faire ce podcast avec toi parce que c'est mon ami et ton ami vendeur de vérité avec lequel tu as fait un podcast qui m'a recommandé à toi. Ouais. Et du coup, quand VDV me recommande quelqu'un, je sais que c'est carré. Donc c'est pour ça que je voulais te présenter à mes abonnés parce que je sais que certains investissent sur Dubaï. Ok. Et moi aussi, j'ai envie d'investir et je voulais que tu me conseilles. Discute un petit peu. Ok. On discute un petit peu et que tu me conseilles si tu veux. Bien évidemment, il y a la partie commerciale. Mais je voulais avoir ce côté un peu que moi je peux. Sur le terrain, quoi. Voilà, et que moi je peux retransmettre ici à certains abonnés qui investissent à Marrakech, ce côté un peu où on me demande, Mehdi, si c'était toi. Alors c'est toujours difficile de se mettre à la place de l'autre, mais vraiment essayer de conseiller sans vouloir me vendre à tout prix. Et c'est pour ça que je voulais discuter avec toi. Et pour mes abonnés qui voudraient passer par toi, est-ce que tu peux te présenter, Avec nous dire plaisir. ce que tu fais à Dubaï? Alors, moi déjà, je m'appelle Michael. Donc, je suis originaire de la Côte d'Azur, comme justement notre ami VDV. À la base, j'étais investisseur immobilier, donc j'ai commencé il y a 12 ans maintenant. Hein. Donc, les techniques classiques du CDI, t'empruntes à la banque le plus possible, enfin voilà, en apportant un petit peu ou quoi. Division d'immeubles de rapport, et puis voilà, stratégie longue durée voilà, sur la Côte d'Azur. Et puis voilà, après quelques années d'aller-retour à la déchetterie On a tous connu ça. et de saigner à manger de la poussière, tu vois, je me suis dit, bon voilà, j'ai pu enfin lever le pied. Et j'ai décidé de m'expatrier en famille à Dubaï, donc pour voilà, tenter quelque chose de nouveau. J'ai la chance de pouvoir vivre de l'immobilier voilà, grâce à la France, grâce voilà, au fait qu'on ait pu se construire un patrimoine immobilier en France. Mais très content de voilà, tenter l'aventure à Dubaï. Donc ça fait maintenant, voilà, ça faisait 12 ans que j'allais, 10 ans que j'allais régulièrement à Dubaï. Et là, vraiment en famille, ça fait voilà, un peu plus de 2 ans. Donc voilà, j'ai mon agence immobilière qui accompagne les francophones, les investisseurs qui souhaitent diversifier donc à Dubaï. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on soit là à Marrakech parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, c'est connecté quand même. Quand on réfléchit, Ouais. il y a beaucoup de Français qui ont des belles situations, voilà, mieux les unes que les autres, et qui me disent voilà, j'hésite un peu, Marrakech, Dubaï, Michael, ça revient souvent. Donc c'est cool qu'on fasse ce podcast aujourd'hui pour voilà, pouvoir faire une petite analyse comparative et voir un petit peu les différentes opportunités dans chacun des pays. Effectivement, ça revient très souvent, pareil pour moi. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on va parler des avantages, des inconvénients. Alors si tu veux, le schéma idéal, c'est d'avoir un pied-à-terre à Marrakech, un pied-à-terre à Dubaï. Ça, c'est le schéma idéal. Ouais. Mais ça revient souvent sur les personnes qui veulent s'expatrier. Alors moi, j'aime bien utiliser le terme immigré parce que j'estime que si on nous appelle des immigrés ou mes parents, eh ben, c'est pareil dans l'autre sens. On est parti, mes parents sont venus chercher une qualité de vie meilleure et nous, c'est ce que nous faisons. Donc, par respect pour les pays hôtes, je préfère nous appeler des immigrés. Peu importe, toujours est-il que voilà, les gens qui désirent changer de vie. Et effectivement, le Marrakech-Dubaï, ça revient souvent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu les deux seules destinations. La Thaïlande est un petit peu passée en... Ouais, Thaïlande, c'est un peu moins sérieux. C'est plus pour les vacances, j'ai l'impression. Voilà. Mais pour construire vraiment une vie de famille, voilà, une vie etc. de famille, exactement, ou pour avoir peut-être un avenir ou des opportunités, c'est vrai que les gens, aussi. voilà, les gens, ils se voient plus sérieusement soit à Dubaï, soit à Marrakech, je pense, parce que surtout les francophones. Là, ça fait quelques jours que je suis là, j'entends parler français partout. Surprenant d'ailleurs. Enfin, je savais que c'était francophone, mais pas à ce point-là. Tu parles pas encore le Darija. Ah pas encore. Donc, non, franchement, ouais, je comprends que les gens hésitent entre Dubaï et Marrakech. Alors que Dubaï, c'est plus anglophone. Hein. Dubaï, c'est international. Ouais. Donc, effectivement, Marrakech est quand même plus francophone que Dubaï, évidemment. Mais il y a une grosse communauté de Français aussi à Dubaï. Pareil, hein, moi j'ai mon agence, donc j'ai beaucoup de personnes qui... Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de s'expatrier, parce qu'à la base, moi ce que je vois, c'est que les personnes qui me contactaient au début, quand j'ai fondé mon agence, elles voulaient diversifier à Dubaï.
Tu vois, elle me dit, Michael, t'as pas un bien pour faire du rendement locatif, etc. Et là, je vois de plus en plus. Alors évidemment, les gens veulent quand même diversifier à Dubaï. Mais ce que je vois surtout, c'est que les gens, c'est pas juste pour avoir un bien et ne, entre guillemets, jamais mettre les pieds. C'est pour potentiellement venir de plus en plus souvent et voir à terme, on va en parler pendant ce podcast, mais on peut avoir des papiers, on peut avoir des cartes de résidence, on peut sponsoriser ses enfants, sa femme, on peut sponsoriser même peut-être des employés comme des nounous, des chauffeurs, etc. Et les gens, au début, c'est plus pour de l'investissement. Après, c'est peut-être plus un usage mixte pour venir de plus en plus. Et j'ai beaucoup plus de clients qui me disent, au fait, j'ai des investissements locatifs. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir une RP, donc une résidence principale, pour potentiellement, dans X années, peut-être mettre les pieds, exactement, franchir le cap. Parce que les gens, toi comme moi, quand on est investisseur immobilier en France, quand on a commencé en France, je pense qu'on se doit, pour être un bon investisseur, on se doit d'avoir une vision, tu vois, sur les prochaines années. En plus, des enfants, tu te dois de voir long terme. L'immobilier, c'est du long terme, c'est pas du get rich quick, comme on dit, donc de l'argent facile et rapide. Donc on se doit de voir long terme. Et malheureusement, je pense que c'est pas que moi, mais quand on voit la situation en France un petit peu, ça rassure pas. Et moi, j'ai beaucoup d'investisseurs qui sont absolument dans la même situation. Je dis ça pour moi, mais et moi encore, je viens de la Côte d'Azur, donc on est encore dans une petite bulle où, entre guillemets, ça va. Mais j'ai beaucoup d'investisseurs qui, justement, ils sont pas rassurés en fait. Ils sont pas rassurés. Pareil pour Marrakech, je suppose. Bien sûr. Ouais. C'est un petit peu le même schéma sur Marrakech. J'ai des gens qui viennent nous voir à l'agence qui veulent au début investir dans une résidence secondaire pour diversifier, et puis à terme qui s'y projettent, qui viennent de plus en plus, et à terme qui viennent y habiter. Voilà. Donc ça tombe bien que tu me parles de ça, parce qu'avant que tu te présentes, tu nous parles un petit peu de ton agence et de ton parcours. Ça fait tout à fait la transition vers le sujet sur lequel je voulais commencer ce podcast. C'est que tu te rends compte du déclin de la France. Alors bien évidemment, on n'est pas là pour faire du France bashing, on aime la France. C'est grâce à la France, comme tu l'as dit, moi-même le premier, qui ai réussi aujourd'hui à vivre de ça. Mais si tu veux, par rapport à quand j'ai commencé en 2000, 2001 et toi, ça a beaucoup changé, la fiscalité. Tu sais, quand tu es investisseur et entrepreneur, tu as besoin d'avoir une vision long terme, comme tu l'as dit, avec du prévisionnel. Bien sûr. Pour mon cas, par exemple, mon prévisionnel a été totalement chamboulé alors que j'avais respecté toutes les règles et je m'étais fait un plan. Et je m'étais dit qu'à telle date, je partirais. Et vu que j'étais LMNP, je m'étais dit que je vendrais tous mes biens et qu'à ce moment-là, le statut LMNP était concerné par la plus-value des particuliers. Donc, plus je gardais dans le temps, donc moins j'avais d'impôts à payer puisque j'avais l'abattement pour durée de détention. Et donc, j'avais respecté tout ce qu'on m'avait dit. Et juste avant de partir, surprise, on m'a changé en LMP. Ce qui a totalement faussé mon prévisionnel. Et en tant qu'entrepreneur et investisseur, je ne peux plus rester dans un pays où je n'ai pas de sécurité, où je n'ai pas de ligne directrice, où à chaque fois, je dois... même si le rôle d'un entrepreneur, c'est de s'adapter, mais à un moment, c'était trop dur. Je n'avais plus de vision. Au-delà de ça, il y a également tout plein de paramètres, comme la fiscalité, qui est, on l'a dit, très changeante et très confiscatoire, l'insécurité, les restrictions, les gouvernements successifs qui nous imposent des restrictions et des règles à tout va, les wokistes, plein de choses, LFI, qui nous imposent plein de choses et qui eux-mêmes ne s'imposent pas ces choses. Donc eux vivent la grande vie parce que ils ont frais du contribuable. Aux frais du contribuable, ils ont des mandats de députés, des enveloppes en frais de fonctionnement et puis ils cumulent 3 retraites, les ministres, ils ont des chauffeurs, ils ont ça. Et ils nous disent à nous, le petit peuple, d'économiser et de se serrer la ceinture. Chose à laquelle je ne pouvais plus. Également l'école. Je ne voulais pas mettre mes enfants dans cette école avec toutes les wokistes qui sont en train... Je ne veux pas qu'on apprenne à mes enfants certaines choses. Je n'ai rien contre personne, j'aime tout le monde. Mais je pense que vouloir m'imposer ta vision des choses. Surtout aux enfants. Voilà, et la rentrer dans la tête de mes enfants, je ne voulais pas. Et moi, si tu veux, parfois où j'en parle, j'ai certains commentaires légèrement tendancieux, à la limite de l'insulte, parce que si tu veux, ils estiment que j'ai pas le droit de le dire. Parce que mes parents sont immigrés, parce que je suis venu, tu craches sur la France, t'aimes pas la France, alors que je suis français, je suis né en France, j'ai payé des milliers d'euros d'impôts. Et si tu veux, ils estiment que j'ai pas le droit de le dire, alors que j'ai tout à fait le droit de le dire. Mais ce qu'il a aujourd'hui, là, toi, t'es Michael, le pur français de souche, et tu le dis. C'est pas ne pas aimer la France. Donc, est-ce que tu le vois aussi qu'à Dubaï, qu'est-ce que tu penses de la France? Pourquoi tu es parti? Est-ce que toi aussi, tu as bien vu? Alors qu'en plus, tu es dans la Côte d'Azur. Tu n'es pas comme moi dans le 60. Voilà, où il pleut tout le temps. Toi, tu es dans une région quand même où peut-être que si j'avais été dans cette région, je ne serais même pas parti. Parce qu'il y a des beaux coins, Juan-les-Pins, etc. C'est top. Mais malgré ça, tu es parti. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Un petit peu pour les mêmes raisons, mais après, comme un peu tout le monde. Mais alors déjà, justement, pareil, moi, je tiens à dire que je ne veux pas faire du franche bashing quand tu viens de dire, dans le sens où je suis vraiment content et reconnaissant moi aussi. Que ce soit, franchement, je te dis honnêtement, je pense que c'est un des seuls pays, voire le seul pays au monde, à notre époque, entre guillemets, quand on a fait les choses au bon moment, c'est vrai qu'on avait de l'argent pas cher.
C'est vrai. Et on avait le calcul du différentiel quand on a commencé. Donc voilà, franchement, c'était magnifique. De la fiscalité pas très chère. Moi, j'ai commencé le micro BIC avec un abattement de 70. Ah ouais, d'accord. 70%. Effectivement, c'était bien. Mais on a le droit. Est-ce que j'ai le droit de dire, est-ce que je suis légitime de dire qu'aujourd'hui, pas que j'aime pas la France, mais je n'aime pas ce qu'elle devient. Moi, donc voilà, pour revenir sur ça, donc ouais, je pense que c'est vraiment le seul pays au monde où tu peux te construire un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. En ayant, tu sais, comme je dis à mes amis, moi je dis l'immobilier, c'est un truc de con. En fait, en fait, moi je me dis, j'ai pas les compétences pour envoyer des fusées dans l'espace, etc. Mais j'ai compris l'immobilier. Tu vois, j'ai compris comment ça fonctionne. Tu divises ton ancienne cuisine, tu peux, tu vois, tu transformes ça en chambre, etc. Et tu fais la niche de l'exonération d'impôt sur la plus-value en résidence principale, qui est encore pour combien de temps, on sait pas. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que voilà, ça te permet de te construire un patrimoine immobilier et j'en suis très reconnaissant. Maintenant, c'est vrai, alors, première chose, tu parlais de la fiscalité. C'est vrai que moi j'appelle ça la visibilité fiscale. On n'a aucune visibilité fiscale. Dans 2 ans, est-ce que encore la plus-value ce sera pareil? Est-ce que en fait ils vont pas te changer quelque chose? Est-ce qu'ils vont pas t'enlever comme ils l'ont fait d'ailleurs la taxe d'habitation, ils te doublent la taxe foncière, ils te remettent la taxe d'habitation pour les Airbnb. C'est sans fin en fait. Voilà. Sans fin. La CFE qui fait x3, j'ai à l'appui, j'ai rien fait. La CSG, je l'ai connue à 7,5 ou 5,5, elle est à 17,2 maintenant. Voilà, et qui devait être temporaire et qui est maintenant perpétuelle. En tout cas, je réponds à ta question. Voilà, c'est pour ça que je voulais tenter quelque chose de nouveau. J'ai un garçon aussi qui a 3 ans, donc je voulais ouvrir des portes. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est vraiment quand tu es à Dubaï, ça c'est un sentiment que je peux pas expliquer, mais tu sens une énergie, tu sens que tu peux tout faire en fait. Everything is possible. Un peu comme le rêve américain. Exactement. Selon moi, après encore une fois, là c'est propre à chacun. Il y a des inconvénients à Dubaï, on va en parler. Mais vraiment, je me sens dans la ville des opportunités, la ville du futur. Tu vois, et vraiment, en France maintenant, on a l'impression que tu as le droit d'entreprendre, mais tu n'as pas le droit de gagner d'argent. Ouais. Tu n'as pas le droit de gagner d'argent en fait. Dès que tu as de l'argent qui rentre, on t'en demande avant même que tu en aies gagné. Donc c'est ça ce problème que j'avais un petit peu. Moi je suis né entrepreneur depuis que je suis tout petit. Je sens cette énergie un peu entrepreneuriale. Et je me suis dit, voilà, Dubaï, je tente. Je vois ce qui se passe. Je suis passionné d'immobilier. Donc voilà, je vais travailler dans l'immobilier. Beaucoup de chance que voilà, c'est en plein essor, c'est en plein dynamisme. Donc c'est en train d'exploser. Donc j'ai beaucoup de chance. Mais voilà, je me suis dit, j'ai envie de tenter pour ça. J'ai pas de vision fiscale française, j'ai pas de vision tout court. Tu vois, un enfer social aussi. Tu vois, franchement, socialement. Puis l'insécurité. C'est compliqué. Ouais. Bon, on va pas. On n'est pas là pour débattre 100 ans des problèmes français, mais effectivement, selon moi, t'ouvres Instagram, tu regardes les brutes, Hugo Décrypte, etc. C'est que des problèmes en fait. C'est que l'autre qui se fait violer, l'autre qui se fait poignarder, etc. Mais c'est sans fin en fait. C'est sans fin. Et limite, ce qui me fait mal au cœur, c'est que ça choque personne en fait. Enfin, les gens ne sont plus choqués. Tu vois moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que c'est rentré en fait divers. Les gens sont habitués. Voilà. Bon, il y a eu ça. Il y a eu ça à Grenoble, à Rennes. Voilà. Donc coup de feu à midi, balle perdue. Mais alors, on est d'accord, chose qui n'arrive pas à Dubaï. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, gros point positif pour Dubaï. Ouais, il y a énormément d'avantages à Dubaï. Voilà, il y a des inconvénients aussi, surtout. Il y a quelques inconvénients pour l'immobilier aussi. Par contre, effectivement, quand tu habites à Dubaï, la sécurité, c'est aucun problème. Enfin, voilà, c'est exceptionnel. Aucun problème. Est-ce que la légende qui dit que tu peux laisser ton téléphone sur une table et revenir 24 heures après, il sera toujours là? Je te donne ma place de parking. Tu vas où j'habite. Il y a les clés de la Porsche sur le Macan. Tu peux rentrer. C'est vraiment les apparts ouverts, etc. Donc, c'est pas une légende. C'est pas une légende. Aucun vol? Pas que je sache, mais vraiment. Aucun braquage de banque, aucun quelqu'un qui a planté quelqu'un dans la rue ou qui est venu tirer à la Kalachnikov. Le seul problème qu'il y a à Dubaï, c'est pas de l'insécurité, mais il y a beaucoup de scammers au téléphone. Tu vois, il y a beaucoup de mecs qui montent des trucs. Des arnaques. Ils te demandent un peu tes numéros de compte bancaire, etc. Donc si t'es pas trop, débile, ça va. Tu vois, mais en gros, ils ont des techniques pour t'envoyer des SMS, te scammer un petit peu. Bon, un peu comme partout, je pense. En France, c'est pareil. Mais en tout cas, niveau sécurité pour les enfants, pour perso, etc. C'est troublant limite. Parce que tu vois, là tout à l'heure, j'étais au resto à Marrakech, tu vois, et je laisse mon téléphone et je vais aux toilettes. Et puis je me dis, attends, je suis pas à Dubaï. Est-ce que Marrakech, je me repose la question, est-ce que Marrakech ça craint ou pas? Est-ce que je fais bien? Bon, mais bon, on a tendance à prendre la confiance. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, franchement, Marrakech, c'est très safe, c'est très secure. Est-ce que ça arrive au point de Dubaï ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus safe que la France. Il y a des policiers à chaque rond-point, tu as dû t'en apercevoir. Ici, tout le monde surveille tout le monde. D'accord ? C'est-à-dire que si tu fais une connerie, tu te fais remonter en 30 minutes parce que tout le monde surveille tout le monde. Est-ce qu'on est au point de Dubaï ? Je ne pense pas. Ouais. J'ai entendu un truc, bon, c'est vraiment précis, mais j'ai entendu qu'aussi, je pars un petit peu du sujet. J'avais un investisseur au téléphone la semaine dernière, tu vois, il me disait sa mère, elle veut investir à Dubaï et elle a un appartement à Paris. Valeur de l'appartement, valeur vénale, 1,5 million. Donc, petit crédit dessus encore. Locataire en place qui lui a fait des chèques en bois.
donc pas payé. Et là, elle rentre dans des procédures. Elle a son crédit sur son appartement à payer, plus les chèques en bois. Bon, voilà, ça vaut rien. Donc, frais d'avocat, etc. L'autre, elle paye pas. Ça fait 1 an et demi qu'elle paye pas. Elle n'arrive pas à la sortir. Elle habite pas en France. Donc, elle tape des allers-retours à ses frais, plus les frais d'avocat, etc. Sur son appart à 1,5 million qu'elle ne peut pas louer. Enfin, mais ça, c'est honteux. Sans compter la mode des squats. Ouais, bref, ouais, voilà. Ça n'existe pas à Dubaï. Tout ça pour. Voilà, moi, je voulais parler des chèques. Et en fait, j'ai entendu qu'à Marrakech, un peu comme à Dubaï, c'est un crime de faire un chèque sans provision. Est-ce que tu peux me confirmer ou pas Parce qu'à Dubaï, c'est vrai, tu peux pas faire ça. À Dubaï, tu peux pas faire ça. Tu vois, je pense que c'est plus criminel entre guillemets à Dubaï. Okay. À Marrakech, en théorie, c'est interdit. Alors, j'ai pas encore eu le cas, mais par contre, j'ai eu le cas d'un ami qui a subi un loyer impayé. Et en toute honnêteté, il a mis près d'1 an et demi à sortir la personne. À Marrakech. Voilà. Okay. Parce que ici, si tu veux, il y a une procédure en accéléré. Alors, il n'y a pas de squat, j'en ai pas encore entendu, mais il y a une procédure en accéléré. S'il y a un impayé de 3 mois consécutifs, apparemment, la procédure est accélérée pour sortir les gens. Par contre, dès lors que tu as un bail et dès lors que tu payes, même au lance-pierre, c'est très difficile de te sortir. Et du coup, pour le coup, avantage Dubaï sur ça, parce qu'ici, en cas de loyer impayé, c'est plus compliqué. C'est quasi similaire à la France. Il faut entamer une procédure, avocat, etc. C'est pas aussi simple que Dubaï. Les locataires ont quand même des droits. Et mon ami a mis 1 an et demi à sortir la personne. Donc sur ça, je te l'avoue, avantage Dubaï. Moi, et chez nous, les loyers sont payés en général 1 an à l'avance. Donc en gros, quand tu as ton locataire qui rentre, qui te paye, il te fait un chèque d'1 an. Après, il y en a qui peuvent pas, évidemment, parce que c'est voilà, je sais pas, admettons que tu as un loyer à 2 000 €, tu as 24 K à sortir, plus les frais. Il y a des frais un petit peu annexes quand tu veux louer un appartement, comme les frais d'agence, 5% du loyer annuel. Il y a les frais il y a une taxe d'habitation, 5% du loyer annuel aussi, la caution aussi. Donc il y a plein de petits taxes. Les security deposits, donc les cautions pour le gaz, l'électricité. On a le DIWA chez nous, donc c'est Dubai Electricity Water Authority. Donc tu payes l'eau et l'électricité et les poubelles. Bref, en gros, voilà, tu as quelques frais annexes quand tu loues un appartement et tu as des cautions. Et tu as des cautions pour chaque fois que tu veux payer. Maintenant, tu peux payer en plusieurs fois. Mais ce qu'il y a, on revient sur les chèques, tu dois faire des chèques déjà à l'avance. Donc des chèques post-datés. Donc admettons, tu rentres en janvier, tu dois déjà faire le chèque pour juin de la même année. Okay. Maintenant, si la personne l'encaisse et tu n'as pas les fonds, là tu risques des très gros problèmes. D'accord, j'ai entendu que soit tu payes à l'année, soit tu payes par trimestre. Bon, c'est plus cher du coup le loyer. Exactement, ça se Une question, je te paye à l'année. Ouais. Finalement, au bout de 8 mois, je veux partir. Ouais. Tu me rends le prorata ou tu gardes? Il y a 2 mois de pénalité. Il y a 2 mois de pénalité. D'accord, donc il y a un préavis de 2 mois. Ouais, exactement. D'accord. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, Michael, expatrié en famille à Dubaï. Tu as une agence immobilière. Comment s'appelle-t-elle? L'agence de Dubaï.com. L'agence de Dubaï.com. Très bien trouvé marketingment parlant. Et j'invite mes abonnés qui veulent investir à Dubaï à passer par Michael parce que c'est carré et vendeur de vérité me l'a recommandé. On va en parler là. On va en parler. On va en parler. Alors, on a fait, vous savez, on fait un petit peu un podcast en freestyle, mais on a quand même un fil conducteur. Mais c'est ça que vous aimez bien, c'est que du coup, on parle de tout. Et quand j'ai des questions qui me viennent, on dévie un peu parce que je me mets à votre place. Michael, aujourd'hui, tu es à Dubaï. On va rentrer dans le vif du sujet. Agence immobilière, marié, un enfant. Ouais. Budget mensuel pour vivre. Alors, encore une fois, ça dépend énormément de ce que tu recherches. Imaginons que tu es locataire, ouais. Ton enfant est à l'école, des sorties des restos, une nanny, voilà, budget mensuel minimum pour pas vendre du rêve à nos abonnés. Alors voilà, donc je vais te faire plusieurs situations. Admettons qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui soit français, qui soit célibataire et qui veuille déménager à Dubaï. Okay, tu peux la jouer de différentes façons. On va dire les loyers les moins chers pour un studio, ça se loue à peu près 1 200 € par mois, à peu près. Dans Dubaï, on parle pas de Sharjah. Non, on parle pas de Sharjah, on parle pas de Ras Al Khaimah, on parle de Dubaï. Dubaï, une zone correcte, pas très loin de la marina, un quart d'heure à peu près. Voilà, on est à 1 200 € par mois pour un studio. D'accord. Ok. Studio, 35 mètres carrés, tu as ton parking attitré, tu as ton balcon, tu as des beaux appartements. Petit studio sympa. 1 200 €. Maintenant, ça dépend vraiment de ton style de vie. Voilà, si tu sors beaucoup, les restos c'est pas très cher, la voiture c'est pas très cher et l'essence c'est pas très cher. L'assurance santé c'est pas très cher non plus. Moi je paye combien? Je paye 6 000 dirhams à l'année, donc ça fait 1 500 €. On divise par 40 à peu près? Par 4. Par 4, pardon. Voilà, on divise par 4, ça va. Maintenant, si tu es une famille, tu as 3 enfants et que tu veux habiter à Dubaï, déjà à l'école, il n'y a pas d'école gratuite. Donc ça, c'est une autre chose. Voilà, en France, on a la chance d'avoir l'école gratuite. À voir après ce qu'ils enseignent aux enfants, mais bon, voilà, c'est un autre débat. L'école, on va dire, par exemple, à l'école, il y a plusieurs écoles françaises, par exemple, il y a Mermoz ou il y a Pompidou. L'année, c'est, voilà, pour les petits, c'est quoi? C'est 8 000, 9 000 € l'année. Donc,
Voilà, c'est quand même un budget. Si tu as 3 enfants, bah, tu fais x3. Il n'y a pas une réduction lorsqu'on a 3 Ouais, enfants? tu peux négocier peut-être 5%, un truc comme ça. Tu peux D'accord. négocier. Pour le moment, j'en ai qu'un. Ouais. Donc bon, mais je pense Toujours que tu peux est-il que négocier. c'est un budget. C'est un budget. Donc pour une personne célibataire, son studio 1002, Ouais, 1002. une bagnole au mois 500-600 euros. Ouais, même pas. Voilà, Tu peux louer pour moi. Hein. Au Ouais. moins 3000 Allez, admettons. pour pouvoir vivre, Ouais, pas survivre. Ouais. Allez, 3000 Voilà. euros. Voilà. 3000 euros, donc ça va. Pour Sachant une que les- famille avec ouais. 2 enfants, etc. Famille avec 2 enfants, bah voilà, tu comptes l'école x2, tu comptes l'appartement plus grand. S'ils mettent les deux dans la même chambre, les 2 enfants, voilà, tu passes sur un appartement. Déjà, on est à plus, 2005, tu vois. Donc bon, plus l'école, plus les frais. Après, les courses, c'est pas trop cher. En plus, après, ce qui est bien à Dubaï, c'est niveau service. T'as énormément de services pas chers parce que la main-d'œuvre n'est pas chère. Tu me parlais de nounous tout à l'heure, il y a beaucoup de Philippinos, donc des nounous du Philippines. Tous les taxis, etc., ça coûte pas trop cher. Tous les services de livraison, massage, etc., tu vois, réparation, ils viennent même te mettre le plein de la voiture. Tu laisses ta voiture sur ton parking et ils viennent te mettre le plein sur place. Tu vois. Donc il y a plein de services comme ça. C'est top. Évidemment, tout ouvert 24/24. Enfin, tu vois, tu peux commander ce que tu veux à n'importe quelle heure. Énormément de restos, donc là il y a une grosse concurrence aussi niveau restaurant, donc bon, je sais pas du tout mon domaine, mais bon là tu as le choix de, si tu veux te faire plaisir, tu as le choix. Voilà, donc ça a un coût. Évidemment, comparé à Marrakech, je pense que. Justement, j'allais y venir, Marrakech. Alors, on a un petit peu les mêmes services. Pareil, on te met le plein, mais tu dois aller à la station essence. On a beaucoup de services de livraison, Glovo, Calix, qui viennent, qui te montrent les courses, Marjan Market, c'est etc. fermé comme en France le week-end et tout ici ou pas? Parce que Non. nous, tout est ouvert. Tout le Non, temps. non, alors pas 24/24, mais Ouais. sincèrement, Ouais. les horaires sont très convenables. Voilà, on a beaucoup de facilité, même quand tu vas à la station essence, ils te lavent la voiture, ils te lavent les carreaux, ils te mettent C'est le un peu plein. pareil, bien Voilà, sûr. ils te mettent le plein. Donc ça, au niveau des services, on est à peu près. Dubaï, c'est peut-être une gamme au-dessus, mais on est à peu près. Au niveau du budget, moi, pour une personne seule ici, non. Un beau studio, aujourd'hui, on va te le sortir à 500-600 euros. Ok. Alors ici, un studio, c'est ce qu'on appelle une chambre. Vous, studio, il n'y a pas de chambre. Nous, studio, c'est 35 mètres carrés, pas Voilà. de chambre. Nous, Ouais, studio, il y a une chambre à Ok. Marrakech. Ok. Au Maroc, les studios ont une chambre. Superficie? 45-50 mètres carrés, ouais, avec une chambre. Ouais, c'est on va propre. pouvoir te le sortir à 600-700 euros meublés. Ok. Ensuite, une école, si je prends le cas de moi, Victor Hugo, c'est 3500 euros l'année. Alors effectivement, si tu vas aller à l'école américaine, etc., on va arriver pareil. Ça à monte. Moi, je t'ai donné les budgets minimum aussi. Voilà, Ouais. donc on va arriver à 3500 euros l'année. La nourriture, ici tu peux manger vraiment pour pas cher. Tu peux avoir des petits endroits, ce qu'on appelle shabi populaire, pour vraiment pas cher. Tu manges pour 3-4 euros et tu manges super bien, des petits tagines, etc. Alors après, si tu veux varier et faire des beaux restos, forcément l'addition est plus élevée. Alors en termes de restos, je pense qu'on est équivalent. On a beaucoup de restos aussi sur Marrakech, des restos vraiment très classe. Il y en a plein, je ne vais pas les citer. Un peu comme à Dubaï. Mais je pense que pour une personne seule, là où toi à Dubaï tu vas aller chercher 3000 euros, moi je pense qu'avec 2000 euros, on s'en sort plutôt bien. Pareil pour une famille, je pense qu'il va y avoir un écart de 20 à 30% selon ce qu'on fait. Même plus, à mon avis. hein. Voilà, Ouais, ouais, peut-être même plus, tu vois. ouais. Donc Ouais. voilà, donc là sur le coup, je dirais avantage Marrakech, mais est-ce que c'est les mêmes services avec une qualité aussi premium? À voir. Après, Moi je ne m'en plains Je pas. pense que ça dépend. Ce qui définit le choix, je pense que ça dépend vraiment pourquoi tu vas dans une ville ou dans une autre. Parce que je pense qu'il y a plus d'opportunités de gagner des salaires élevés à Dubaï peut-être qu'à Marrakech. Peut-être que je me trompe. Mais Non. Oui. il y a plus de grosses boîtes internationales, des boîtes du monde entier, tu vois, à Dubaï. Évidemment, les gens ils sont quand même rassurés par la vision de Dubaï, tu vois. Donc le cheikh, tu vois, qui a prévu un plan de développement de la ville jusqu'à 2040. Je vais te donner une stat, tu vas devenir fou. Regarde, tu sais que l'année dernière, en 2024, il y avait 500 arrivants par jour à Dubaï. C'est énorme, par jour. Hein. Arrivant Et qui viennent permanent. D'accord. Nouveaux résidents. Là, il y en a 1000 cette année. c'est extraordinaire. C'est un truc de fou. Non, on n'est pas Marrakech, on n'est pas vois à ce niveau-là. Ah oui, et mais on pourrait même pas l'absorber. Ouais, bien sûr. Alors ça se développe sur Ouais. certaines routes, à Mizmiz, Tahanout, etc. Donc on se développe, on a cette Ouais. chance de pouvoir aller se développer, comme vous, jusqu'à Sharjah, Ajman, etc. Nous aussi, on a cette chance de pouvoir se développer. Mais je pense qu'au niveau des infrastructures, on pourrait peut-être pas maintenant l'absorber, mais pourtant, ils refont des routes, des doubles voies, etc. Donc Marrakech est conscient qu'il y a une forte arrivée de population et de résidents permanents. Ouais, et ce qui un est- fort retour des MRE aussi, des Marocains résidant à l'étranger, qui Ah ouais. rentrent beaucoup. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup de clients binationaux, donc franco-marocains, suisso-marocains, tu vois, belgeo-marocains. Ouais, nous aussi, on a beaucoup. Et ils sont quand même basés au Maroc. Ils aiment bien diversifier à Dubaï. Tu vois, ils aiment bien, pour rentrer dans le concret, la vraie force, c'est que tu deviens propriétaire aujourd'hui avec de l'argent que tu gagnes demain. Dans le sens où tu as des plans de paiement. Et ça, ces plans de paiement, c'est une vraie force. Et Dubaï l'a compris. Les plans de paiement, c'est la vraie force de Dubaï. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui veut se positionner à Dubaï, il faut comprendre qu'il n'y a pas tous les fonds à avoir tout de suite. Tu as un plan de paiement. En général, c'est du 50-50. Donc 50% étalé pendant la durée de construction. Donc admettons que la construction soit sur 2 ans. Tu as peut-être 20% au début. Après, tu as 4% de frais de notaire à Dubaï. On ne les compte pas parce que ça ne va pas pour le développeur. Mais donc tu as 24% au début, dont 20% consacré à la construction. Donc 20. Après, tu as 10 tous les 6 mois. 10%.
Et après, tu as, donc, les 50% pendant la construction et les 50% à la remise des clés. Ah, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pareil à Marrakech. Ok. On parle sur un bien en VFA. Ouais, Une exactement. vente en état de futur d'achèvement. Off-plan en Dubaï. Ouais, voilà. exactement. Ben, nous, c'est pareil. Tu as 30% à la réservation et ensuite, tu as des appels de fonds. Super. C'est pour ça que ça développe énormément aussi. Alors, on est d'accord que sur un bien existant, un bien ancien, il faut du paiement comptant. C'est comptant, exactement. Voilà, comme nous ici. Mais sur un plan où là, par exemple, on a vendu pas mal de villas sur plan, d'appartements sur plan, nos clients ont mis 20 ou 30% à la réservation et tous les 6 mois, ils ont un appel de fonds une fois que le gros œuvre est fait, une fois que le second œuvre est fait, une fois que les réseaux sont passés. Hors de hors d'air. Donc, si tu veux, on n'appelle pas ça, nous, ici, plan de paiement. Mais en vrai, c'est un petit peu la même chose. Alors, du coup, que se passe-t-il si je n'arrive pas à honorer mes traites ? Il y a plusieurs solutions. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut parler aux développeurs. Il faut communiquer. Il ne faut pas être. Voilà. Après, encore une fois, moi, quand je conseille des investisseurs, pour parler directement concret en chiffres, l'investissement minimum si tu veux être propriétaire à Dubaï aujourd'hui, les studios, ils sont à 160 000 euros. Tu pourras me dire à Marrakech un petit peu comment ça fait après. Mais en gros, sur les 160 000 euros, il faut à peu près 35-40 000 euros tout de suite. Après, tu aurais peut-être donc 3 fois 16 000 à payer et le paiement à la remise des clés. Okay. Maintenant, si tu n'arrives pas à payer, pour répondre à ta question, à partir de 40%, tu as le droit de revendre ton bien. Avec une pénalité, avec des frais de désistement ? Non, tu revends ton bien. Tu peux revendre ton bien à Dubaï. Sans pénalité ? Sans pénalité. D'accord. Okay. Tu auras juste une lettre à demander, ça s'appelle un NOC. Donc, c'est une lettre que le développeur il va te donner. Donc, le développeur va te dire voilà, Mehdi, on t'autorise à revendre ton bien, tu as payé 40%, on t'autorise à revendre le bien. Les 40%, c'est en moyenne ce montant à atteindre pour général pour pouvoir revendre le bien. Voilà, exactement. Et si je le revends avec une plus-value ? T'encaisses la c'est plus-value. pour moi. Exactement. Dubaï, il faut savoir, pas d'impôt sur les plus-values. Extraordinaire. Pas d'impôt sur les revenus, sur les loyers. Et pas d'impôt, pas de taxe foncière. Effectivement, sur ça, avantage Dubaï, puisque nous, on est à 20% ici au Maroc d'impôt sur les plus-values. Maintenant, si tu veux garder ton bien et que tu as du retard, tu vois, par exemple, ils te mettent des pénalités de retard. Donc, en général, ça dépend des développeurs, c'est soit 1 ou 2% par mois. Donc, admettons que tu dois faire un paiement 20 000 euros. Tu vois, et que tu es en retard de 2 mois. Alors, tu as un mois qui te laisse un mois, exactement. Et après, admettons que tu sois en retard d'un mois, tu vois. Donc là, tu vas payer donc 1%, peut-être, si c'est 1% ou 2%, sur 20 000 euros. Donc 200 euros, si tu arrives à payer un mois. Donc tu as 200 euros par mois. Oui, mais bon, si ça traîne 10 mois, voilà. Et justement, c'est pour ça que j'aime bien faire un screening, tu vois, donc je demande la situation de chaque personne. Le but, c'est de surtout pas, parce qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui te disent Mehdi, tu as combien d'épargne ? 100 000 euros ? Ok, alors 100 000 euros, ça peut être les 24%. Et en fait, ils ne te demandent pas combien tu gagnes. Toi, tu es investisseur immobilier, tu comprends qu'il faut anticiper les futures échéances que tu vas devoir aux développeurs. Par contre, il y a des personnes qui se laissent un petit peu, entre guillemets, soit mettre la pression, etc. Et au final, elles se retrouvent à avoir les yeux plus gros que le ventre. Parce que ce qui se passe à Dubaï, c'est que les gens ils te disent voilà, tu n'as pas besoin de tout payer parce que tu as 50% seulement à payer. Et après, tu revends et tu fais ta plus-value de 30%. Mais personne ne te la mettra sous contrat. On est d'accord ? Bien sûr. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une situation, elles pensaient qu'elles allaient avoir une plus-value, l'agent qui les a conseillés, qui a déjà pris la commission, lui il fait même plus d'immobilier, tu vois. Et elles se retrouvent là à me dire ouais, mais comment je fais ? Et donc, en fait, à Dubaï, on a ce qu'on appelle le OP. Donc OP, c'est Original Price, c'est le prix auquel tu as acheté. Et les personnes, quand elles sont en galère parfois, ça arrive qu'elles revendent à OP, donc au prix qu'elles ont acheté peut-être il y a 2 ans, ou même parfois même en dessous. Donc elles perdent par exemple les frais de notaire. Donc ça arrive. En général, ça va parce que le marché continue à augmenter. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention un petit peu comment on se fait conseiller. Pareil, moi j'ai un truc qui arrive souvent, c'est des personnes qui se font conseiller qui disent oui, tu fais les 50%, tu les as, donc c'est bon. Et après, à la remise des clés, tu fais un crédit. Comme si tu faisais un crédit, l'argent il tombe du ciel. Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça dépend évidemment de la situation. Moi j'ai des personnes qui me disent oui, mais là j'arrive pas à faire le crédit. Je fais mais vous gagnez combien par mois ? Ouais, mais je gagne 1500 euros par mois. Mais c'est normal, mais quand vous avez pris le bien, vous gagnez la même chose ? Bah oui. Alors, l'agent, il aurait dû vous dire que c'est impossible d'avoir un crédit en fait. Un bon agent immobilier, une bonne agence doit déjà te faire un audit. Bien sûr. Au départ, moi, Shaima le fait systématiquement. On a ce rôle de conseil. Quand on voit que ça peut être très lourd ou trop lourd pour un particulier de rentrer dans un projet, on déconseille ou on oriente vers quelque chose de moins cher. Effectivement, et ça, ils le font pas parce qu'ils veulent vendre à tout prix. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce podcast avec toi parce qu'il y a cette relation quand même humaine. Comme dit VDV, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Exactement. Alors, admettons que du coup, la personne après veut faire un crédit. Alors, il faut savoir déjà en France, c'est très compliqué de faire financer un bien à l'étranger. Exactement. Sauf si on fait un prêt hypothécaire ou qu'on nantit une somme, exactement, ou qu'on apporte un bien déjà payé, etc. Exactement. Et sinon, comment ça se passe ? On peut le faire à Dubaï ? Alors, à Dubaï, juste avant, petit truc, je ne conseille à personne, à quiconque de faire du crédit, voilà, pour des convictions religieuses, etc., même si je l'ai déjà fait. Mais on a un public, tout public qui nous regarde. Bien sûr. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément musulmans et qui le font. Et il y a des prêts peut-être à Dubaï à 0% pour les personnes musulmanes. On va y arriver. Alors, on est dans le vif du sujet là. Ouais. Donc, en gros, alors,
effectivement, les banques, elles prêteront que sur des biens livrés. Donc ça veut dire que le plan de paiement, si on reste sur notre exemple de 50-50, donc je reviens à ce studio, admettons. Studio, donc 160 000 euros, il faut tout de suite 40 000 euros à peu près. Donc après, tu as 3 paiements de 16 000, donc au bout de 6 mois, 1 an et 1 an et demi. Maintenant, tu as tes 50%, donc 80 000 euros à la remise des clés. Admettons que tu ne les aies pas. Tout dépend de ta situation. Okay, si tu es salarié en France, au-dessus de 3 800 euros, à peu près 4 000 $, ils veulent 4 000 $, ils peuvent te prêter. Attention, les coûts de l'argent à Dubaï, ce n'est pas les coûts de la France. Bon, maintenant, les taux en France ont quand même évolué. On est redescendu à 3,80. Voilà, sur 20 ans. À Dubaï, on est autour des 5-6. Ah, d'accord. Voilà. Et en plus, tu as une partie fixe, donc sur 3, 5 ou 7. Et après, c'est du variable. Alors là, on est tout à fait, pour ce qui nous concerne, nous, personnes musulmanes, dans ce qu'on appelle la riba. Ouais, voilà, exactement. Le fait de payer des intérêts, etc. Exactement. Maintenant, tu as des prêts islamiques. Voilà. Donc, on appelle ça Sharia compliant. Voilà. Okay, donc, qui respectent la Sharia. Mais en gros. C'est flou. Non, c'est pas flou du tout, je vais t'expliquer. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est qu'il n'y a pas d'argent gratuit. Ouais. La banque, elle va pas te prêter de l'argent gratuit. Tiens, Mehdi, prends 1 million, c'est gratuit. Non, ça n'existe pas. On va regarder l'exemple du studio. En gros, le studio, c'est la banque qui est encore propriétaire, sauf qu'elle va dire, ok, ton studio il vaut 160, tu vas nous le racheter sans intérêt à 180. Ouais, donc elle gagne son argent en marge commerciale. Il n'y a pas d'argent gratuit. Donc voilà. Donc ça, c'est les techniques de financement. Effectivement, si tu veux lever de l'argent depuis la France, il faut soit faire un prêt hypothécaire, soit nantir un bien. Donc ça veut dire qu'il faut au moins avoir un bien net de dette, enfin net d'encours. Net d'encours, exactement. Mais voilà, selon ta situation, tu peux lever des fonds à Dubaï. Et ça, c'est pas mal. Après voilà, l'argent a quand même un coût. Enfin, il y a des plans de paiement qui te permettent d'avoir comment on appelle ça, un post-handover payment plan. Et c'est un plan de paiement après la remise des clés. Donc ça c'est intéressant ça. Mais oui et non. Parce qu'on te donne tes clés et tu dois payer encore 2 ans après. Ouais, 3 ans après, 4 ans après. C'est intéressant. Mais c'est intéressant, mais oui et non. Je vais te dire pourquoi. Par exemple, admettons que tu sois un constructeur de villas. Ok. Tu as tes clients, ils t'appellent, tu as ton terrain, tu as divisé, tu as fait tes 10 villas, tu veux les vendre en off-plan, donc je sais pas comment on appelle ça, ouais, sur plan, je sais pas comment on appelle ça à Marrakech, mais en Dubaï c'est off-plan. Sur plan. Ok. Toi, tu sais que tu as beaucoup de clients qui t'appellent et tu fais de la qualité. Ok. Toi, tu rends les clés à tes clients, tu exiges d'être payé, tu as fait ton travail. Bien sûr. Pareil pour un avocat qui conseille quelqu'un, pareil pour n'importe qui en fait. Bien sûr. Maintenant, admettons que tu fasses de la qualité peut-être un peu moins bien, ou que tu sois plus loin, ou que tu galères à vendre tes maisons. Tu me suis ou pas? Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui t'appelle. Tu as un mec qui t'appelle, il dit ça m'intéresse ta maison, mais je veux la payer 4 ans après la remise des clés. Toi, tu es en galère. Tu vas lui dire quoi? Vas-y. Ouais. Vas-y. Mais ça veut dire que finalement, je sais que je fais un peu de la merde. Ou que tu as un produit un peu. Voilà. Tu vois c'est un petit peu pareil à Dubaï. Dans le sens où quand tu as un plan de paiement trop long, pour moi, c'est un red flag. Il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que, parce qu'à Dubaï, le marché, il est quand même. Il y a beaucoup, on appelle des cash buyers. Cash buyers, c'est des personnes qui n'ont pas besoin de faire de crédit. Donc, ils ont la force du plan de paiement, donc l'effet de levier d'avoir un plan de paiement, mais ils n'ont pas besoin de financement en général. Tu vois, donc, ça reste très dynamique. Et les développeurs, ils n'ont pas besoin justement de permettre aux gens de payer longtemps après la remise des clés. Donc, les développeurs costauds, ouais, exactement, costauds, ils ont des plans de paiement très agressifs. Là, on n'a pas dit 50-50. Les plus gros plans de paiement, c'est du 90-10. Ah ouais. Donc tu payes 90% et dont 60% des 90 pendant genre 1 an et demi sur un plan de paiement de 4 ans, tu vois. Ah donc c'est très très agressif. Maintenant, ceux qui étalent les plans de paiement le plus longtemps possible, voilà, c'est des produits, on va dire, qui sont obligés d'attirer une certaine clientèle qui ont peut-être moins les moyens et voilà. Et en général, les biens sont un peu plus chers aussi. D'accord. C'est une parenthèse pour t'expliquer, mais en général, c'est pas forcément bon signe. D'accord. Voilà. Alors, l'avantage que tu as sur Dubaï, et ça, je le reconnais par rapport à Marrakech, c'est que je t'ai demandé et tu m'as expliqué que non. Je t'ai dit, est-ce que c'est possible que je me mange une carotte sur Dubaï? C'est-à-dire que j'achète un bien et le promoteur fait faillite et se tire avec les sous. Ouais. Ce qui est déjà arrivé sur Marrakech. Alors attention, ça arrive très peu. Tu connais le proverbe? Une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. C'est-à-dire on va retenir le projet qui a foiré où le promoteur s'est cassé et on ne va pas regarder les 9 autres qui se sont super bien passés. Et ça, c'est pareil à Marrakech. Bien sûr. Mais maintenant, c'est vrai que ça peut arriver ici, des promoteurs qui font faillite et qui se tirent avec l'argent ou alors qui vont en prison ici. Et ça, tu m'as dit qu'à Dubaï, ça ne pouvait pas arriver. Ça ne peut plus. Ça rassure. Ça peut plus. Ah, ça ne peut plus. Ça pouvait à l'époque. Voilà. C'est pour ça que Dubaï, ça a quand même une connotation négative. On va pas se le cacher. D'ailleurs, la France adore cracher sur Dubaï quand il y a eu les inondations. C'était partout. Bref. Ouais. Beaucoup d'influenceurs aussi à Dubaï. Donc voilà, bon, même si beaucoup, ça représente rien. Mais vu que les personnes qui sont connues, comme tu dis, une forêt qui pousse fait plus de bruit qu'un arbre qui tombe. Donc ça peut dire que voilà. Il y a beaucoup de personnes qui crachent sur Dubaï. Bref, mais en tout cas, pour les investisseurs, effectivement, leurs fonds sont en sécurité. Comment ils s'y prennent? Tout simplement, c'est que demain, il y a un projet A
toi, tu ne vas pas envoyer les fonds de ton compte sur le compte du développeur A, mais tu envoies tes fonds sur le compte séquestre, donc on appelle ça l'escrow account, détenu par le gouvernement de Dubaï, lié au projet A. Ça, c'est bien. Parce qu'à Marrakech, on envoie au promoteur. Plusieurs choses. Déjà, première chose, le développeur, il ne peut pas vendre en off-plan sans être propriétaire du terrain. Il doit être propriétaire du terrain. Ça paraît évident, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Ok, première chose. Deuxième chose, les petits développeurs, les nouveaux développeurs, ils font un audit. Ouais, non, même pas. Ils font un détail complet des frais, enfin des coûts de construction, etc. Et ils doivent se mouiller eux-mêmes et mettre 50% sur ce même compte séquestre. Ah, d'accord. Ouais, de la somme totale pour construire la tour. Ok ? Donc en gros, et ils y touchent pas. Les fonds sont libérés au fur et à mesure de la construction et au fur et à mesure de l'avancée de la construction. Et l'avancée, elle est on va dire, auditée par un expert, mandaté par le gouvernement de Dubaï. Donc en fait, ça rassure énormément les investisseurs. Bien sûr. Demain, tu sais que, alors, je te dis pas que tu peux pas avoir de retard. En cas de retard, comment ça se passe ? Il y a des pénalités ? Il y a un contrat qui te lie au développeur à Dubaï, ça s'appelle le SPA, donc c'est le Sales and Purchase Agreement. Donc c'est un contrat de beaucoup de pages, c'est une espèce de cahier des charges où tu sais ce que tu as acheté, combien de mètres carrés tu vas avoir, les futures échéances. Donc ça c'est bien, il n'y a pas de surprise. C'est pas ah oui, vite, envoie 20%. Non. C'est avant de signer quoi que ce soit, tu sais que tu vas devoir payer dans 6 mois tant, dans 1 an tant, et toi en tant qu'adulte responsable, tu t'organises et tu peux payer, voilà, tu sais que tu vas devoir payer dans quelques mois ça. Maintenant, il y a des pénalités de retard au même titre que si toi tu payes en retard, je t'ai dit que tu allais avoir des pénalités, le développeur aussi, il peut avoir, ça dépend des contrats, mais environ c'est 11-12 mois, on va dire sans pénalité. Par contre, après, il prend des grosses pénalités. Ouais, d'accord. Voilà. Donc tout ça, en effet, c'est fait pour rassurer le client. Évidemment, mais c'est pour ça d'ailleurs que ça explose. Mais bien sûr, c'est en train d'exploser. C'est ce qui me donne envie aussi d'investir à Dubaï. Et c'est ce que j'espère plus tard fera le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on avait ce même schéma au Maroc, on exploserait encore plus les ventes. Mais c'est normal. Même si c'est quand même beaucoup plus sécurisé aujourd'hui, vraiment, il y a énormément de choses qui sont faites, mais effectivement, ça peut arriver. Et ça rassure quand même moins, tu vois. Voilà, c'est vrai parce qu'on entend certaines choses et j'espère que le Maroc, sur ça en tout cas, copiera sur Dubaï. Maintenant, si malgré tout ça, le promoteur fait faillite, est-ce que l'État finit la tour ? Alors, est-ce que l'État rembourse les gens ? Il n'y a pas vraiment de faillite dans le sens où voilà, ils se mouillent, ils mettent énormément de frais et après vu que là il y a un dynamisme énorme, en gros les gens ils vont pas me croire quand je vais te dire ça, mais ils se sold out, donc ils se vendent en 1 minute en fait. C'est affolant. C'est incroyable, mais même moi je me dis mais d'où vient tout cet argent en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Là, après les gens, l'argent il vient du monde entier, il n'y a que nous en France, 1 euro après l'URSSAF que tu as envie de savoir où tu le mets, mais il y a des gens ils n'ont pas les mêmes difficultés à gagner de l'argent. T'as pas un projet là qui te vient en tête qui a foiré ? Pendant le Covid, il y a eu des casseroles un petit peu et des projets qui ont été repris, etc. Même moi, j'habite à Cricarbourg, je sais qu'il y a une tour à Cricarbourg, par exemple. Il y a eu un développeur chinois, je sais pas d'où il vient, mais en gros, et ça a été repris par des Chinois. Et j'ai entendu que dans cette tour, il y a des problèmes à partir d'un certain étage parce que c'est pas le même développeur qui a repris le truc. Donc oui, il y a déjà eu des problèmes. Après, en général, le gouvernement quand même, il solidifie le truc. Et puis le Covid, c'était il y a quelques années quand même. Donc là, voilà, là, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, moi, ce que je pense, c'est que tant que en Europe, même aux États-Unis, mais surtout en Europe, la situation ira dans la mauvaise direction, les investisseurs continueront à diversifier à Dubaï, même à Marrakech, je pense, parce que les gens, ils en peuvent plus. En fait. Tous les jours, une fois, j'ai une cliente qui m'appelle, qui me dit, elle avait déjà acheté un appartement, elle me dit, Mickaël, trouve-moi un autre appartement. Et je dis, ok, bon, il y a cet exemple-là, elle me dit, si je mets 50% tout de suite, est-ce qu'on peut négocier le prix ? On peut négocier le prix, ok ? Elle me dit, vite, envoie-moi la facture du développeur. Je lui envoie, 15 minutes après, elle m'envoie le truc Revolut payé. Une grosse somme, tu vois. Ouais. Et je l'appelle, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Genre quoi Prenez le temps de la réflexion, madame. Et en fait, elle me dit non, mais ça parle trop aux infos qu'ils veulent taper dans l'épargne des Français, etc. Elle me dit j'ai plus confiance. Et il n'y a pas qu'elle en fait, il y a des personnes comme ça, il y en a des dizaines, tu vois, des centaines. Ah oui. Des milliers. Donc en gros voilà, il se passe ça à Dubaï, c'est que voilà, les gens ils ont confiance. Et puis en plus, t'en as pour ton argent. Ça, on va parler du prix au mètre carré peut-être. De Marrakech, je pense que t'en as pour ton argent aussi. J'ai vu des belles finitions, etc. Mais voilà, les produits dits d'investisseurs, on est à peu près à 3500 € le mètre carré. Pour une capitale, ça reste encore peu cher par rapport à d'autres capitales européennes. Ouais, pour une marque, je dis ça parce que c'est Abu Dhabi la capitale, mais voilà, pour une marque connue dans le monde entier, ça reste pas cher. Je trouve que ça reste pas cher. En plus, tu as ton stationnement qui est compté dans les mètres carrés. Donc en gros, tu enlèves 30 000, 40 000 € de parking. Et tu vois des belles finitions, tu vois, avec les petites niches, avec les LED à l'intérieur, tu vois des belles coupes, etc. Donc voilà, il y a des beaux biens. Effectivement, les tours, elles ont piscine, salle de sport, il y en a qui ont des terrains de paddle, il y en a qui ont cinéma, salle de jeu pour les enfants. Enfin voilà, c'est non, vraiment... mais bien sûr, ça c'est. Voilà. Mais en contrepartie, les charges sont élevées.
Bah ça va en fait. Il faut quand même prendre en considération ça va. les charges de copropriété dans ton business plan. Ouais, bien évidemment. Alors, sur un studio avec toutes ces commodités, paddle, salle de sport, piscine, etc. On est à combien? Alors déjà, en fait, c'est des frais à payer en fonction de la superficie de ton appartement. Oui, bien sûr, comme partout. C'est au tantième, voilà. Et à peu près. Donc en gros, pour un studio, tu es à peu près à... En fait, c'est par square foot, ça fonctionne. Je vais pas faire les calculs précis, mais en gros, elle est à peu près à 100-150 euros par mois. Et un 2 pièces, tu serais à peut-être 200-220 euros. Donc c'est pas très cher au final. J'ai entendu beaucoup plus cher. Non, en fait, ça dépend. En fait, quand tu as des tours individuels, tu payes à peu près ça. C'est des prix, c'est à peu près pas très cher, 15 150 euros. 15 dirhams par square foot, c'est à peu près ça. 15 dirhams par square foot. Maintenant, par exemple, moi, où j'habite, donc à Cricarbourg, on a plus de charges de copro. Pourquoi? Parce qu'on a une communauté complète. Donc ça veut dire que quand je paye Emar, par exemple, moi je suis propriétaire à Cricarbourg, il y a un développement de Emar, je paye pas seulement pour la piscine, le tennis, etc. Je paye pour la communauté complète, les parcs, les entretiens des balades, des routes, etc., des trottoirs. Et donc voilà, donc je paye en plus, mais en face de ça, tu as un confort de vie. Donc effectivement, moi j'ai des charges de copro plus élevées, mais tu en as pour ton argent. Qui sont deux? Pour combien de mètres carrés? Pour moi j'ai 123 mètres carrés, donc que j'ai payé à peu près 1 million d'euros, tu vois, donc je suis quand même sur une gamme élevée, mais bon, j'ai pris un bien plus patrimonial, et moi je suis à peu près à 400-450 euros par mois. Mensuel. Ça va encore pour 123 mètres carrés avec tous ces services. Ouais. Ça se paye tout ça. En fait, il y a un tel confort de vie. Et puis encore une fois, je reviens sur ce que tu me disais par rapport à Dubaï. Comme je dis aux personnes qui veulent s'expatrier, à Dubaï, malheureusement, il ne faut pas être à 10 000 euros près par an, tu vois. Bien sûr. C'est une ville qui coûte. Tu peux avoir des frais un peu sortis du chapeau, tu vois. Et donc, il ne faut pas être à 10 000 euros près. Demain, si tu revends ton appartement, ouais. Comment tu fais pour ressortir ta devise? Par exemple, ici au Maroc, à Marrakech, c'est un problème. J'ai pas mal de clients qui me disent attends, machin. Ouais. Alors ici, si tu veux, pour ressortir ton argent, alors dès lors que tu achètes, déjà il faut payer par virement. Ouais. Et ensuite, il faut demander au notaire et à la banque une formule 2. Et c'est donc cette formule 2, ce papier qui dit que toi, Michael, tu as rentré 200 000 euros de devises et c'est enregistré au bureau d'échange, l'Office national d'échange, et que le jour où tu vends, le notaire pourra te rendre cette somme en euros. Plus-value comprise. Ok. D'accord. Donc, donc admettons, demain, je vais investir au Maroc, je mets 100 000 euros, il faut que je les déclare. Tu fais un virement. 200 000 euros par Chez exemple. le notaire, on va demander à la banque la formule 2, le notaire va demander la formule 2. Michael a fait un virement et a rentré tant de devises au Maroc. Ok. Voilà, donc demain, je revends 150, 130. Demain, tu revends 150, le notaire peut te rebasculer en devises. Où je veux. Où tu veux, en théorie, oui, mais en tout cas dans la devise dans laquelle tu l'as rentré. Ok. Voilà. Donc un compte devise au Maroc. Donc alors, un compte euro au Maroc, c'est ça que tu veux dire? Soit sur un RIB externe au Maroc, okay. Imaginons que tu veux quitter le Maroc, soit sur un compte, moi par exemple ici j'ai un compte en euros, j'ai un compte en dirhams convertibles et j'ai un compte en dirhams comme les Marocains parce que je suis résident. Donc le notaire, il va pouvoir te verser ça soit sur un compte en dirhams convertible qui accepte que de la devise, d'accord, soit sur ton compte ici en euros, soit sur un compte externe. En admettant que tu aies bien fait la procédure, formule 2, etc. Il y a des gens ici qui peuvent acheter différemment. Effectivement, cela, ça sera plus compliqué pour ressortir leur argent. Ils pourront le faire à hauteur de 25% par an étalé sur 4 ans. D'accord. Voilà. Donc à Dubaï, comment ça se passe? Là, tu as acheté 1 million d'euros. Je te dis, aujourd'hui, il vaut combien à peu près? Il vaut un petit peu plus. J'ai pris à peu près 10% dessus. Voilà, donc tu vends 1 million 100, je viens, moi je veux te l'acheter. Ok, tiens Mika. Ouais. Alors comment ça se passe? Est-ce que je peux te payer en France, c'est-à-dire je te fais un virement sur ton compte? On est obligé de passer par le notaire à Dubaï. Bien sûr, il y a les trustee office. C'est pas vraiment un notaire, on appelle ça trustee office. Il y a des frais de DLD aussi. Donc quand tu achètes sur un bien qui est déjà prêt, il y a des frais en plus. Donc il y a les 4% de DLD, donc le Dubai Land Department. Donc c'est les frais de notaire. Après voilà. Qui sont de 7% ici au Maroc. Ok, très bien. Même sur un bien neuf. Ok. Là où la France c'est 2,5 sur un bien en VFA. Voilà. Nous ici, anciens 7-8%. Ici, ancien ou VFA, c'est 7%. D'accord. Donc maintenant, je peux ressortir mon argent sans aucun problème. Tu peux ressortir l'argent comme tu veux. En fait, le seul problème à Dubaï, c'est la France qui bloque. Dans le sens, moi j'ai beaucoup d'investisseurs qui ont de l'argent évidemment et qui veulent sortir. Les banques traditionnelles, quand tu vas à la banque postale et que tu dis je veux faire un virement à Dubaï, putain, de quoi il me parle Dubaï, putain, tu vois? Je suis en train d'envoyer recommander, moi, qu'est-ce que vous me faites? Donc bon, voilà, en gros, la technique qu'on fait classique, c'est on passe par des comptes un petit peu alternatifs comme Wise, pas les citer, voilà, où il y en a d'autres, et tu fais ton virement donc de la banque postale, peu importe, CIC, etc., sur ton compte Wise à ton nom.
Ok, donc tu arrives à ta banque avec ton passeport, ils te signent la décharge ou je sais pas quoi. Tu fais ton virement sur ton compte. Maintenant, ton compte Wise, tu peux convertir les euros. Ça t'évite d'envoyer des euros et que la personne reçoive des dirhams et qu'il y a de l'argent qui se perd dans la nature. Au moins, tu sais combien t'envoies directement en dirhams. Maintenant, à Dubaï, ils sont super transparents avec ça, dans le sens où c'est ton bien, tu es propriétaire, tu fais ce que tu veux de ton argent. Tu revends, tu fais ce que tu... Alors déjà, tu n'es pas imposé. Comme on a dit pour la fiscalité, je crois que tu m'as dit que c'était 20% au Maroc, c'est ça? Nous, c'est ici 20% en cas de plus-value et 5% en cas de moins-value. C'est-à-dire? J'achète 1 million d'euros. Ouais. Demain, je déclare que j'ai vendu 900 000 euros, et ben j'ai 5% d'impôt à payer, même si j'ai une moins-value. J'ai 3% d'office et 2% provisoire. Parce qu'ils savent que. Ah oui, paiement, espèces, etc. Voilà, ils savent qu'il y a souvent une partie en off, donc ils ont fait ça pour réguler, et ce qui est bien, je trouve. Donc peu importe, tu as de l'impôt. Moins-value ou plus-value, ici, tu as de l'impôt. Bon, Dubaï, pas de plus-value. Ok. Voilà, vraiment pour l'IMO, c'est vraiment sympa pour les. Donc tu vends, tu ressors. Tu te fais payer, tu fais ton. Ce qui se passe à Dubaï, tu as des comptes un petit peu comme les comptes Revolut, etc. Voilà, nous on a des comptes WIO par exemple qui sont backés par la FAB, donc la First Abu Dhabi Bank, donc qui est une grosse banque. Et tu as des comptes multidevises, pareil. Donc tu peux avoir des dollars, tu peux avoir des euros, tu peux avoir ce que tu veux. Et en gros, si tu veux pas rapatrier tes fonds, ce que la plupart des investisseurs ne font pas. En gros, les gens qui diversifient, c'est pour garder leurs fonds, voilà, leur compte, etc. À Dubaï, ou voilà. Et après, tu peux vivre avec ta carte, donc tu as ton application, ta Face ID, etc. Et tu fais ce que tu veux avec ton argent. J'ai pas de compte sur ça. Pourquoi? Parce que j'ai peur quand il n'y a pas une banque en physique, quand il n'y a pas une entité physique. Tu peux avoir une banque physique. Enfin, je veux dire, j'ai peur. Ouais. Par exemple, j'ai des amis, je me rappelle qu'ils avaient de l'argent sur N26, qu'ils ont mis des mois à les récupérer, que c'était bloqué du jour au lendemain, et personne n'a contacté. Et donc, je ne le fais pas. Mais je sais qu'il faudrait que je fasse Revolut, ne serait-ce par rapport au taux de change. Ouais, bon, après voilà, tu fais un peu ce que tu veux. Mais bon, voilà, pour répondre à la question, tu fais ce que tu veux avec ton argent à Dubaï. Tu peux le sortir, tu peux l'investir où tu veux. Ça, c'est top. Ouais, c'est vraiment bien. Paiement en espèces à Dubaï, j'arrive, je t'achète 1 million 100, je te ramène 400 000 en espèces. Alors, c'est plus compliqué que ça. Nous, au Maroc, ça y est, terminé. Il bloque. Ah, il bloque. Il bloque, ouais. Il bloque. Et j'ai entendu qu'il bloquait même dans le sens où il te laisse faire et après ils viennent te toquer à ta porte. Non, voilà, attention. C'est encore pire ça. Voilà, attention. Voilà, il bloque, donc faut pas jouer à ça. Payer par virement. Voilà. Alors, il est coutume de le faire peut-être pour du mobilier. Bon, tiens, j'ai fait 20 000 euros de travaux. Allez, une petite somme. Ça va. Mais mettre 50% d'un bien en espèces, non. Attention. Premièrement, déjà demain, si tu revends, c'est à toi qu'on va demander la plus-value. Parce que officiellement, tu l'as acheté. Oui. Voilà. Oui. Voilà, pour plein de choses, attention, et je ne le conseille pas. Voilà. Gardez toujours une traçabilité. Dormez tranquille. Ouais. Donc voilà. À Dubaï, on peut? Alors, ça dépend. Dubaï, quand tu fais ton achat, déjà, ça dépend chez qui tu achètes. Mais en gros, disons que si demain tu veux tout payer ton bien en cash, c'est possible. Ça dépend chez quel développeur. Il y a des développeurs qui track plus que d'autres, tu vois, qui vérifient un peu plus. Il y en a, on va dire les plus petits développeurs, ils rentrent, ils prennent, il n'y a aucun problème. Ils font la machine à billets et t'as un reçu. T'as un reçu, tout nickel. En crypto, pareil. Il y a beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de jeunes qui investissent complètement en crypto. Donc ils envoient leurs USDT et ils arrivent à être propriétaires. Voilà, donc en cash, pareil aussi, c'est possible. Le promoteur te reprend la crypto au prix du jour? Alors c'est compliqué. Parce qu'il prend un risque, lui. Non, déjà, c'est pas des cryptos, c'est pas des bitcoins, etc. C'est des stablecoins, comme on dit, donc des USDT ou USDC. Donc c'est, je sais pas si tu connais un petit peu la crypto, mais en gros, c'est un truc qui bouge pas. En gros, c'est comme c'est un dollar digital. D'accord. En gros, voilà, ça bouge pas, donc ils prennent que ça. Évidemment, pour te le convertir en dirham, tu as un petit pourcentage. Tu perds un pourcentage, voilà, 2%, voilà, ça dépend un petit peu. Mais possible. Si j'en ai gagné 50 et que j'en perds 2, ça me dérange pas. Ouais, exactement. Voilà. Ou alors, non. Ou alors, si tu es imposé en France à 30% ou 33% de flat tax, c'est là que tu en perds 2 pour investir à Dubaï. Exactement. C'est ça qu'ils me disent. Les investisseurs me disent, bon, 2%, c'est mieux que 30, tu vois. Exactement. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis aussi, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais pourquoi il y a beaucoup de personnes qui investissent à Dubaï, c'est le fait de pouvoir avoir des papiers. Des papiers, donc tu n'auras jamais le passeport. Il y a des personnes qui l'ont le passeport, hein, comme par exemple le gars qui a fait Telegram, Pavel Durov, qui a aussi le passeport français d'ailleurs. Il a le passeport émirati. Quand c'est des personnes non, mais c'est pas un vrai émirati. Il n'a pas les mêmes droits que les émiratis. Il a un passeport émirati. Mais il n'a pas les mêmes droits. Je crois que les Émiratis, ils ont une rente d'office, ils ont des études payées, une maison. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de passeport, mais en tout cas, c'est quasiment impossible d'avoir le passeport, sauf si tu es personne exceptionnelle, etc. Tu vois. Maintenant, tu peux avoir des papiers dans le sens où si tu investis un minimum à Dubaï, donc c'est 750 000 dirhams au minimum, donc ça veut dire 2 pièces. Par exemple, ça fait à peu près 180 000 euros. Tu peux avoir un visa investisseur. Donc, il te considère, il te dit voilà, Mehdi, tu es investisseur à Dubaï. On te donne ton visa investisseur, 2 ans renouvelable. Okay,
D'office, dès que j'achète, je l'ai. Tu peux le demander. T'es pas obligé de l'avoir. Sinon, je dois sortir au bout de combien de temps? Sinon, nous, avec un passeport français, on a 3 mois on arrival. Donc à l'arrivée, tu as 3 mois de visa pour rester. D'accord. Donc après, si tu veux pas rester plus que 3 mois, tu veux aller en vacances, il n'y a pas besoin de faire le visa investisseur que tu vas devoir payer, qui a un coût. Ah d'accord. Donc, il a un coût. Combien il coûte? 2500 $, un truc comme ça. D'accord. Renouvelable. Donc tant que tu gardes ton bien, tu peux renouveler. Maintenant, moi ce que j'ai fait, j'ai le Golden Visa. Golden Visa, c'est à partir de 500 000 €. Demain, tu achètes un bien off-plan, admettons, ou même 2-3 studios, ça se cumule aussi. Ça se cumule. Tu peux avoir ton Golden Visa. Donc ça veut dire que toi, ta femme, tes enfants, etc., tout le monde, vous pouvez avoir votre Golden Visa. Ça veut dire que vous êtes considéré comme résident à Dubaï. Tu passes 2 ans au Maroc, tu vas habiter à Dubaï. Bonjour monsieur, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, vous pouvez entreprendre, vous pouvez gagner de l'argent, il n'y a aucun problème. Le Golden Visa, il donnera combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ah, d'accord. 10 ans. Renouvelable tant que tu gardes ton montant minimum investi. D'accord. Et le jour où je veux le renouveler, il coûte combien? Et j'ai payé combien? J'ai payé 9000 dirhams, donc ça fait 2500 € quoi, à peu près. Ah, donc c'est pas cher. Pour 10 ans, c'est Ouais, pas cher. c'est pas cher. Je suis en train de faire ma carte de résident ici pour 10 ans. Est-ce que Ça à, m'a coûté, à Marrakech, on peut avoir, via l'investissement immobilier, quelque chose de similaire? Demain, moi, j'achète de l'immobilier, est-ce que je peux devenir résident sans Oui, vraiment... parce que même sans acheter, juste en ayant un bail. En Ok. fait, ici, dès lors, tout simplement, dès lors que tu prouves que tu vis ici, donc que tu as un bail ou que tu as un titre foncier, que tu as un compte ici, il te demande un certificat médical, un casier Ouais, mais il judiciaire. faut vraiment habiter ici alors. Il faut vraiment habiter ici parce qu'il te demande Ouais. ta date d'entrée du passeport. Parce qu'à Dubaï, tu as ton Golden Visa, tu as acheté ton bien qui vaut tant, Même si je passe pas 6 mois? pas du tout. Non, ici, il faut au moins Voilà. passer. Tu fais ce que tu veux. voilà. Tu sors 3 ans, Non. tu fais Non, ce que non. tu veux, tu as ton Golden Visa. Là, je suis en train de la renouveler et Inch'Allah, j'aurai celle de 10 ans. Donc là, Ok. c'est le Graal. Mais par contre, Ok. ça m'a rien coûté, si ce n'est 2-3 timbres, Ok. 200 dirhams. Quoi. Ok. Donc voilà, mais parce que voilà, j'ai T'habites 3 ici, ans. quoi. Et Ouais, j'ha- ouais, et j'habite t'habites ici. vraiment Bien ici. sûr, bien sûr, Si tu sors plus de 6 mois, Moi, j'ai Non. beaucoup d'investisseurs qui veulent avoir ces visas investisseurs parce que quand tu as ces visas investisseurs, tu as aussi la carte, donc l'Emirate ID. Okay, L'Emirate ID, ça te permet d'ouvrir un compte à Dubaï. Le compte à Dubaï, quand tu l'ouvres en tant que résident, donc avec l'Emirate ID, il n'y a aucune remontée à qui que ce soit. En fait, donc tu as ton compte à Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui sont à leur compte en France, informaticiens, tu vois, ingénieurs, ils ont des missions, ils ont des trucs. Ils se disent, bon, il n'y a pas d'échange fiscal. il n'y a aucune communication. D'accord. Si ils ouvrent avec la carte de résident, tu Ils vois, sont même considérés- s'ils ne sont pas résidents fiscaux. Donc après, quand tu gagnes de l'argent à Dubaï et que tu es résident fiscal français, il faut absolument le déclarer. Ça, voilà, il n'y a pas de débat. Après, entre les gens, ce qu'il faut faire et ce qu'ils font. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent habiter un petit peu à Dubaï, facturent, parce que quand ils travaillent à distance, ils font leur mission, ils peuvent facturer d'où ils veulent au final. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire ça parce que voilà, c'est quand même avantageux. Et ça, tu crois que c'est périn ou c'est un. Par exemple, nous au Maroc, ça commence à. Voilà, La commence à y fiscalité, avoir- tu veux dire il commence à y avoir des relations entre la France et le Maroc avec des France, échanges Maroc, de c'est quand même données. très proche, je trouve. Voilà, tu c'est vois, très Dubaï, proche. bon, Donc, est-ce que Dubaï, tu crois que c'est périn? Est-ce que. La question qu'on pose par rapport à ça, moi je pense que Dubaï, ils ont compris ce qui fonctionne Bien sûr. et ils ont compris pourquoi les gens viennent. Et par exemple, on me pose souvent la question, en allant plus loin que ce que tu me dis, ils me posent souvent, est-ce que tu penses que l'imposition va rester à zéro? Parce qu'on n'est pas imposé à Dubaï. Enfin, là maintenant, vous avez un petit truc. Vous avez 9% si vous dépassez 1 million, je crois. Sur les boîtes. Ouais, sur les boîtes. Mais je te parle entre Mais ce qui revenus est, IMO et salaire, t'es pas imposé. Ouais. Bon, par contre, le train de vie coûte beaucoup plus cher. Donc finalement, ce que tu. Le train de vie coûte plus cher, mais je parle des impôts. Il y a beaucoup de personnes qui me posent ces questions par rapport aux impôts. Et moi, je pense que, et d'ailleurs, je vais être complètement transparent, c'est pas qu'il n'y a pas d'impôt à Dubaï, c'est que, par exemple, moi qui suis entrepreneur, j'ai ma boîte, il y a des frais de licence à payer chaque année. Tu vois, toi, tu as une agence immobilière, Mhm. je pense pas que ça coûte quoi que ce soit. Ça me coûte des bilans comptables, une comptabilité, de la TVA. Moi aussi, j'ai ma comptabilité, Des frais mais classiques. j'ai 10 000 € de licence par an. Non. Par an, pour Non. pouvoir exercer à Dubaï. Non. J'ai 10 000 € de licence. Après, on parlait d'une taxe d'habitation, mais ça, c'est au locataire de la payer. Mais si tu veux, c'est un peu des impôts déguisés. Complètement. Voilà. Complètement. Parce que c'est bien Complètement. beau de Mais- dire j'ai pas d'impôt, mais d'un côté j'ai une licence à payer, j'ai un visa à payer, j'ai ça à payer, Mais j'ai une salade César à 48 € à payer. c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ah. Par contre, pour quelqu'un qui investit et qui a ses revenus locatifs et qui travaille pas à Dubaï et qui veut pas entreprendre à Dubaï, qui veut pas une société à Dubaï, il n'est pas imposé à Dubaï. Enfin, il y a pas d'impôt sur ses loyers à Dubaï. D'accord. Ok. Et du coup, selon toi alors, c'est un sujet dans lequel je voulais te demander, est-ce qu'on n'arrive pas dans une surproduction à Dubaï? Je vais te répondre honnêtement. Comme je te disais tout à l'heure, le prix au mètre carré, on est à 3 500 €. 3 500 €, selon moi, c'est vraiment pas cher. Dans le sens où tu as tous les services qui vont avec. Dans T'as- quel quartier? Parce qu'il me semble que c'est plus que ça. Hein. Non, mais Là, ça je- dépend. là, je regardais- non, mais je te parle des Je prix regardais à une plus abordables. chambre Ouais. à Motor City, 250 000 €. Ouais, mais on en a déjà parlé. Tu regardais avec un développeur très connu, un développeur genre Soba. Shoba, exactement. Shoba. Ouais, c'est un des plus gros développeurs. Et malheureusement, en plus avec Shoba, ils font de la très très bonne qualité, mais les superficies sont plus petites. Donc effectivement,
prix au mètre carré augmente. Maintenant, pour répondre à ta question, alors déjà, voilà, moi je trouve que c'est encore pas cher, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent, et effectivement, il y a beaucoup de construction. Maintenant, quand tu regardes les chiffres, je ne sais plus combien ils vont livrer d'appartements en 2000, jusqu'à 2027, je crois qu'il va y avoir 150 000 logements qui vont arriver, mais quand tu regardes qu'il y a 1000 personnes par jour qui arrivent, sans compter le tourisme, qui explose à Dubaï, parce que quand tu vois, c'est une escale partout. Et puis encore une fois, comme je vais me répéter, mais tant que ça ira dans cette direction en Europe, les gens vont continuer d'arriver. Bien sûr. En fait. Donc, pour répondre à ta question, et puis encore, je parle de l'Europe, mais il y a énormément de personnes qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, de Russie, d'Ukraine. Il y a vraiment des personnes des États-Unis. Je pense qu'à terme, effectivement, les prix vont pas continuer à augmenter comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Voilà. J'ai aucune boule de cristal, mais c'est ce que je pense. Je pense que les prix vont se stabiliser, mais je pense pas que l'immobilier va prendre un coup. Parce qu'ils ont compris ce qui fonctionne, ils ont compris que les gens ils veulent le soleil, la sécurité, les opportunités, etc. Et tant qu'ils respectent ces critères et que les gens se sentent bien, et d'ailleurs les gens, on voit la différence maintenant, les gens viennent en famille à Dubaï. C'est pas à l'époque, quand on y allait, on avait sa famille aux États-Unis, en France, on allait travailler dans le pétrole à Dubaï et on revenait avec les bonus et les dividendes. Non, là c'est pas pareil. Là les gens ils s'expatrient en famille. D'ailleurs, l'architecture de Dubaï se transforme par rapport à ça aussi. Avant, il y avait des tours, tu avais ton lobby en bas et c'était une ville voiture quand même. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui... Tu prends ta voiture tout le temps en fait pour Dubaï. Tu vois. Maintenant, il y a beaucoup de quartiers, on appelle ça des communautés, typiquement dans lesquelles j'habite, c'est exactement le cas. Des campements. Des communautés pour pouvoir... tout faire à pied en fait. Donc tu peux te faire couper les cheveux, tu peux aller faire tes petites courses, tu peux aller au resto, au café, machin, au parc, tout. Enfin tu peux tout faire à pied. Et d'ailleurs on peut voir aussi dans l'architecture des tours, ils mettent des fonds de commerce au pied des tours. Ils mettent des retail, comment ils appellent ça. Donc en gros, il y en a une qui a la pharmacie, l'autre qui a le coiffeur, l'autre qui a comme la nous à boulangerie, Marrakech. Voilà, mais c'est super. C'est super, ça te permet de dynamiser, d'humaniser un petit peu les quartiers. Tu vois, pas... Super, oui et non, parce que souvent ça t'ancre à rester dans ton secteur. Ah bah oui, mais bon, voilà. au bout d'un moment, t'as vite fait le tour. Ouais, mais bon, au moins, tu veux te faire couper les cheveux, t'as pas besoin de prendre la voiture. Ouais, bien t'as sûr. besoin d'acheter un Doliprane, t'as pas besoin de prendre la voiture. Bien sûr. Donc, Ceci dit, quand on a discuté avant-hier, tu me disais quand même que la rentabilité elle avait bien baissé par rapport à... Alors, quand t'achetais il y a 5 ans un 2 chambres à 160, oui, effectivement. et qu'aujourd'hui tu le payes 250, bah, la rentabilité a baissé. Les chiffres, voilà, ils parlent d'eux-mêmes. Les prix, en fait, c'est pas que la rentabilité a baissé, c'est que les prix ont augmenté. Voilà. Donc à partir du moment où tu achètes plus cher, il faut que donc aujourd'hui sur un 2 chambres que j'achète 200, sur une chambre que je vais acheter 250, imaginons, parce que c'est mon projet. Ouais, ok. Donc voire en gros, que je vais louer combien à l'année. Alors selon le secteur, etc. Tout dépend du type de bien sur lequel. Qu'est-ce que tu me conseillerais toi? Tout dépend de ta stratégie. Demain, quelqu'un qui nous regarde et qui me dit voilà, je veux diversifier à Dubaï. Tout dépend de ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que tu me conseilles aujourd'hui, moi, Mehdi Chirac? Est-ce que tu me conseilles du patrimonial pur, valeur sûre, plein marina, downtown, JBR, ou alors est-ce que tu me conseilles d'aller chercher peut-être un peu vers Motor City, dans des secteurs en devenir, même jusqu'à Sharjah, dans des secteurs en devenir où j'achète moins cher, et dans 4-5 ans potentiellement, comme moi ici, j'ai conseillé des clients à moi sur Damizmiz, Rose de Tahanout, où je leur ai dit c'est quoi votre vision? Et dans ce cas-là, c'est ça, venez chercher ici où on est encore pas cher, et dans 5 ans ça explosera. Voilà, qu'est-ce que tu as à me conseiller sur ça? Tout dépend de ce que tu veux. Si tu me dis, Michael, je suis prêt à... Moi, je veux bloquer un bien patrimonial qui peut se revendre rapidement si j'ai besoin de revendre et que je m'en fiche un petit peu de la renta, mais je veux quelque chose de sûr, donc 5%, ça me va très bien. Je te conseillerais quelque chose. Par contre, si tu me dis, Michael, non, moi je veux de la renta, je veux un bien qui peut être loué tout de suite dans un quartier, donc typiquement comme Motor City, Sport City, etc., Arjan, on est dans le même type de zone un peu derrière la marina. Là, c'est un autre type de bien où il y a des personnes qui me disent, moi je veux vision plus long terme encore. Je suis prêt à prendre des risques, quitte à ne pas pouvoir louer au début tout de suite et payer encore moins cher. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux. Tu sais, en France, par exemple, quand je me rappelle, je fais 12 ans d'immobilier et je faisais majoritairement du locatif, donc en longue durée. Si quelqu'un te dit, Mehdi, je veux gagner de l'argent en France, tu vas lui conseiller quoi? Ça dépend. Tu peux gagner de l'argent en faisant du locatif, division d'immeubles, tu peux faire achat-revente de résidence principale, bon, ce qui est déconseillé, mais bon, voilà. Mais il y en a plein qui le font d'ailleurs. Tu peux faire du marchand. Tu peux faire de l'exploitation courte durée. Tu vois, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment de la stratégie, des préférences de chaque investisseur. Donc maintenant, si on se pose et tu me dis je veux faire de la rentabilité, évidemment, je te conseillerais plus un bien pour de la rentabilité. Ça dépend vraiment. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire, comme tu as dit, un audit. Exactement. On demande la situation, combien la personne gagne, combien elle a d'épargne, combien, voilà, et qu'est-ce qu'elle veut. Moi, il y a des personnes qui me disent, typiquement, la semaine dernière, j'ai une Suissesse qui me contacte et qui me dit, moi, je veux pas un 8-10%, non, je veux 5%, mais chez un développeur fiable, etc. Donc, elle a acheté un bien à Cricarbourg. Okay. Cricarbourg, c'est où? Parce que j'ai déjà entendu parler. Cricarbourg, c'est... faudrait que on pourra... C'est toi, aujourd'hui, c'est quoi le meilleur quartier pour toi? J'entends Dubai Hills.
Dubai Hills, c'est pareil. Dubai Hills, c'est des villas. En fait, tout dépend aussi du budget. Parce que demain, tu me dis, Michael, je veux mettre pas plus que. J'ai 40 000 euros tout de suite et je veux pas dépasser les 200 000 euros. Moi, j'ai mon pote, il a acheté à Damac Hills, une villa. Ouais, ok. Voilà, en fait, ça dépend. Il y a plein de projets. Ça dépend si tu veux la maison, si tu veux acheter plutôt en bord de mer. Tu vois, si tu es prêt à attendre que la communauté se développe. Si tu veux. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, tout de suite, sans attendre que la communauté se développe, mais voilà, ce qui est périn au jour d'aujourd'hui, pour toi, le top 3, c'est quoi? Downtown? Non, si tu veux de la rentabilité ou si tu veux quelque chose de patrimonial, de très liquide à la revente et valeur sûre qui potentiellement augmente chaque année. Ouais, alors moi je te dirais, il y a 3 zones que de toute façon, voilà, on va pas débattre 100 ans sur les quartiers parce que voilà, il faut vraiment bien connaître Dubaï. Mais il y a tout le quartier un peu en bord de mer qui est en train de se développer, donc qui s'appelle Maritime City. Donc il y a des beaux biens en bord de mer, donc avec des bons plots de paiement sur 3 ans, 4 ans. Et là, c'est en train de bien se développer. T'as des projets là-bas? Bien sûr. Régulièrement Tu pourras m'envoyer, on pourra... Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il y a souvent des projets qui sortent. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est des nouvelles communautés. Donc, en gros, ils mettent beaucoup de verdure. Et ça, c'est une erreur qu'il y a. Justement, tu me parlais d'Downtown, la Marina et de la Palme, etc. Il n'y a pas beaucoup de verdure. Tu vois. Et ça me gêne un petit peu à Dubaï, c'est vrai. Beaucoup de bâtis, beaucoup de béton, tu vois. Parce que la pollution, c'est un fait à Dubaï quand même. C'est un problème. À cause de c'est un toutes vrai ces problème. constructions et le ciment. Les constructions, le sable surtout. Voilà, le moi sable, qui est allergique, qui est tout le temps sous Zyrtec. C'est un vrai problème. Ouais. La construction, c'est un problème. Pour revenir vite fait sur les quartiers, j'adore mon quartier avec Ricarbourg. J'adore. Ils sont censés faire une tour de la taille du Burj Khalifa, etc. C'est un quartier vraiment en devenir. C'est des quartiers patrimoniaux. D'accord. Et il y a le quartier pas très loin entre Ricarbourg et Downtown. Meydan aussi, il y a beaucoup de projets, donc notamment de Shoba Heartland 2, donc qui est Shoba aussi. Donc il y a des beaux projets avec des lagons, des piscines olympiques, etc. Des prix au mètre carré encore raisonnables. On est sur des prix au mètre carré un peu plus haut, et évidemment parce que c'est un peu plus patrimonial que des biens que pour la rentabilité. Mais bon, voilà, les personnes qui veulent faire que de la rentabilité, qui ont 160 000 euros, elles peuvent aussi trouver quelque chose de correct. La rentabilité sera autour des 8% net. Donc après, c'est bien. Voilà, c'est correct. C'est correct. Alors voilà. nous ici à Marrakech, on va aller chercher plus sur du Airbnb, etc. Moi, attends, juste pas de précision, je te parle en location longue durée. Ah, en location longue durée. D'accord, voilà, en longue okay. durée. D'accord. Voilà. Donc non, ça reste correct, net d'impôt. D'ailleurs, comment ça se passe si j'ai des abonnés qui veulent prendre contact avec toi, etc. Ici, on va mettre ton numéro de téléphone, ton Instagram. Ouais, comment ça se passe? Tu fais une visio, tu réponds au téléphone? Ouais, sur WhatsApp, on fait un call, en visio, etc. 1 heure, 1 heure et demie, on se pose. Voilà. Alors des gens, bien évidemment, qui ont un réel projet d'achat, parce que je sais ce que c'est que de perdre du temps avec des gens. Ça nous arrive, nous, à l'agence. Et heureusement que c'est Shaima qui gère, ou des gens qui arrivent. Bon, je veux juste visiter Marrakech. J'ai pour projet, mais je suis pas sûr. J'ai 40, 50 000 euros. Non, c'est une perte de temps pour vous, pour nous. Là, on parle vraiment de gens qui à Dubaï, les gens savent en général que c'est quand même, voilà, c'est Dubaï, c'est pas le Mozambique, etc. C'est pas, il y a plus de biens à 50 000 euros, ça n'existe pas. Donc ils savent qu'il faut déjà une épargne. En plus, quand on fait du contenu comme ça sur Internet, on explique bien qu'il faut au minimum 24% si on veut se positionner d'un bien. Et évidemment, il faut quand même anticiper les futures échéances aux développeurs. Donc faut pas arriver et dire oui, j'ai 10 000 euros et je gagne 1 000 euros par mois. C'est pas possible. Mais bon, j'ai pas de personnes qui font ça en général. Un autre avantage que je voulais te dire pour Dubaï, je suis pas sûr que tu sois au courant, mais en gros, tu sais, en France, quand on achetait des biens immobiliers, etc., il y avait les frais d'agence en plus à payer. Ouais. Tu vois, à Dubaï, que tu saches, c'est inclus. Donc en fait, tu as l'accompagnement qui est gratuit. Demain, je t'envoie un projet, peu importe. Si tu vas contacter le développeur directement, tu vas payer exactement le même prix. D'accord. Donc tu n'auras pas de réduction ou alors de frais d'agence supplémentaires à payer. Tu vois, si tu passes par une agence. Le promoteur, toi, c'est le développeur, le promoteur qui rémunère les agents, et c'est interdit de faire des réductions parce que sinon, ça serait la jungle en fait. Bien sûr. La jungle, tu vois. J'envoie des brochures, il y a le nom du développeur, il contacte directement. Bref, ça serait. Et comment tu fais toi pour te sécuriser? T'envoies forcément pièces d'identité et tout au promoteur? Ah, moi j'ai tout. Moi j'ai mon agence qui est enregistrée. J'ai mon. Non, mais moi je t'appelle demain et après je veux aller en direct. Bon, aucun intérêt. Et ça nous arrive parfois ici à Marrakech. Et aucun intérêt, les amis, parce que pareil, vous n'avez pas l'accompagnement derrière. Vous n'avez pas Shaima qui vous répond ou moi, la hotline. Des gens, parfois ça nous arrive, ils voient dans mes vidéos, ils ont capté un petit bout de rue, hop, ils vont, ils veulent acheter en direct. C'est le jeu, allez-y, mais c'est bête d'économiser quelques. Mais à Marrakech, tu payes les frais d'agence en plus? Oui, il y a des frais d'agence parce qu'on bosse, parce qu'on va leur faire des vidéos de leurs biens. Non, derrière, je demande juste pour. Derrière, parce que je savais. Okay. Derrière, on va leur proposer un service d'ameublement, on va leur proposer. Et puis même tout un conseil, tout un soutien, un suivi. Pendant la construction. On va leur mettre en location, on va les rassurer. Ils ont quelqu'un au téléphone, on va pouvoir aller leur faire des vidéos. On est avec eux surtout, on va les accompagner chez le notaire, on va leur dire attention, là, ne faites pas ça, faites ça. C'est important. Et puis même, je donne de la force depuis 5 ans sur les réseaux. Il y a des gens qui me remercient tous les jours et je vous remercie moi aussi. C'est la moindre des choses de jouer le jeu. C'est quand même Marrakech, c'est combien les frais d'agence à peu près?
C'est 3%, 2,5%. Ah ouais, ça va, c'est pas cher. Mais ça va en plus, c'est pas cher. Ah ouais, c'est pas cher. Ah ouais. Mais c'est pas cher parce qu'on a aussi en général le promoteur qui nous reverse un petit peu. Qui nous reverse aussi quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je le ferai pas. Demain, toi, Mickaël, je te suis. Voilà. Demain, je vais l'acheter à Dubaï. Bon, après, pour le coup, à Dubaï. Respect. Oui, non, pour le coup, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ne serait-ce que par respect. Et puis, c'est bien d'avoir. Mickaël, tiens, là, j'ai cette interrogation. Tu peux me répondre? Je me sens légitime. Alors, disons que, déjà, à Dubaï, je trouve ça exceptionnel qu'ils aient mis ce système en place. Déjà, ça, c'est vraiment bien dans le sens où les investisseurs, ils se sentent complètement. Après, voilà, tout dépend avec qui tu travailles. Ça, on va revenir sur les agents immobiliers à Dubaï, mais il y a beaucoup de personnes qui font de l'immobilier de Dubaï. Et malheureusement, on n'est pas tous dans la même situation. Déjà, quand ils sont locataires et qu'ils n'ont rien à manger à la fin du mois parce qu'ils n'ont rien vendu, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut une carte pour exercer à Dubaï? Il faut une carte pour exercer à Dubaï. Par contre, c'est exactement comme la carte T, dans le sens où demain, toi, tu as la carte T en France, tu peux prendre 10 agents qui ne l'ont pas, mais quand ils closeront sur ta carte T. Ouais, d'accord. À Dubaï, c'est avec tes risques et périls. Avec des risques et périls. Ouais. Moi, à Dubaï, j'ai ma carte, la broker's card, c'est RERA, donc voilà, c'est la carte d'agent immobilier. J'ai passé les diplômes, etc. Si demain, je veux prendre une équipe d'agents immobiliers, donc de vendeurs immobiliers, d'agents, ils n'ont pas l'obligation d'avoir leur carte. Ils bossent sous la tienne. Exactement. Maintenant, pour avoir l'agence, moi, je suis obligé de l'avoir. On disait quoi par rapport au... Si tu veux, comme nous, nous, on a une patente, pareil, pour avoir l'agence, mais nous, on n'a pas besoin de carte. Ok. Voilà. Ok. Je disais pour pour l'accompagnement. Donc je te disais quelqu'un qui veut investir à Dubaï, donc déjà non seulement il a l'accompagnement avant, il a la neutralité de l'agent si l'agent est assez honnête. Donc parce que le développeur, quand tu vas le contacter, il va te pousser à acheter son projet, il va pas te dire va voir quelqu'un d'autre. Moi demain je sais que je vais te payer si tu achètes A, B ou C, je vais te conseiller ce qui est le mieux pour toi. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Pas de conflit d'intérêt. Encore une fois, ça dépend avec qui tu travailles. Mais bon. Bien sûr. Et après donc tu as l'accompagnement en amont, pendant l'acquisition. Pendant la construction, donc moi je vais régulièrement sur place. En plus, la plupart des gens ils veulent des projets rentables. Donc j'ai la plupart des investisseurs qui investissent dans le même type de projet. Donc quand j'y vais, photo, vidéo à l'appui, bien que tu puisses quand même tout visionner à distance sur le site du gouvernement. Donc tu as une application pour suivre l'avancée de ton projet, qui est très bien ça d'ailleurs. C'est bien ça. Ouais, c'est bien, ça rassure beaucoup d'investisseurs. Mais voilà, accompagnement pendant la construction et évidemment aide à l'ameublement. Et mise en place du locataire. D'accord. Et snagging à la remise des clés. Quoi. Voilà, tout un service comme nous on propose avec Shaima. Mais moi, à Dubaï, c'est gratuit, c'est ça qui est bien. Moi, j'ai des gens. Nous ici, 3%, c'est raisonnable. Le promoteur ne nous rémunère pas énormément. Je ne sais pas c'est combien à Dubaï. Et comme c'est des montants souvent plus faibles. Je vais te le dire, nous, c'est en moyenne, les gros développeurs, c'est un peu moins, c'est 4%. Donc après, en général, 5%. Alors voilà. Alors nous, le promoteur, non, c'est 1%. Et c'est 0,50 ou 1,5. C'est 0,50, 0,75 en début. Et la fin, la livraison. Donc forcément, on est obligé de. On ne travaille pas gratuit et puis ça nous demande du temps. Donc ça revient au même au final. Ça revient au même. Ça revient au même. Okay. Donc si tu veux, voilà, c'est ça. Si demain j'ai un promoteur qui me paye comme toi 4% sur des montants à 1 million d'euros, effectivement, on ne prendra pas côté acquéreur. Mais il faut bien évidemment qu'on gagne notre vie. Et puis derrière, je te dis, vous avez tout un service. Nos clients le savent. C'est pour ça que d'ailleurs, mettez-nous un petit avis sur Google. Voilà, ce que j'ai fait, si tu veux, c'est que j'ai créé la solution. Sur un problème que j'ai rencontré quand je suis arrivé. Okay. Voilà, j'ai acheté, je ne savais pas, je rentre en France, merde, j'ai personne pour me renseigner, où est-ce que ça en est la construction de mon bâtiment. Je me suis dit, tiens, demain, moi, si je fais quelque chose, je veux apporter un service que je n'ai pas eu, que je n'ai pas trouvé. On me parle, c'est flou, oui, je te rappelle, ça ne me rappelle pas, c'est flou. Je voulais quelqu'un qui parle le même langage que moi. Voilà. Dis-moi, peut-être que tu avais des questions. Ouais, j'ai une question moi, demain, parce que moi j'ai une question qui revient souvent pour Dubaï, c'est Marrakech, demain, moi je veux investir à Marrakech. Qu'est-ce que tu me conseilles? Nom propre, société? Alors, si tu es avec un associé ou que vous achetez à plusieurs, effectivement, ici tu peux faire une SCI et acheter en société. Il n'y a aucun problème. La fiscalité sera la même? Alors la fiscalité, soit tu es résident fiscal français et dans ce cas-là, tu dois déclarer tes revenus type Airbnb qui vont le déclarer automatiquement en France et tu paieras du coup tes impôts en France. Okay. Soit tu es résident marocain, résident fiscal marocain, mais ça implique que tu dois vivre ici, etc. Et c'est 6 mois par an qu'il faut. Voilà, et tu paieras tes impôts au Maroc. Ça, c'est le comptable qui te fera ton bilan, etc. Il me semble que la position, c'est aux alentours des 20%, pareil ici. D'accord. Alors, tu as une exonération pendant quelques temps. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas, sauf si vous êtes plusieurs associés, vous voulez monter sur un gros projet, le seul avantage que je vois à créer une société au Maroc, une société d'origine marocaine, c'est que tu vas pouvoir aller acheter des biens comme les Marocains, des terrains un peu expatriés, des terrains agricoles, que tu vas pouvoir derrière après demander la VNA pour pouvoir faire des villas et donc payer cette taxe et avoir cette autorisation, la VNA qui devient, c'est-à-dire que ça devient un terrain à vocation non agricole, là où des choses un Français ou un étranger ne peut pas acheter. Voilà, avec une société marocaine, tu vas pouvoir aller acheter ça. Mais aujourd'hui, moi, j'ai tout acheté en nom propre et vu que j'ai pas fait le montage, je ne vois pas d'intérêt, si ce n'est pour s'associer à plusieurs.
je vois pas d'intérêt. Ouais. Donc, moi, à Dubaï, tu vois, par exemple, c'est une question qui revient assez souvent. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus avantageux d'acheter en nom propre à Dubaï. Parce qu'en plus, céder des parts de société ici à la revente, c'est plus compliqué. C'est toujours moins liquide que quand. Oui, bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Ouais, et donc à Dubaï, moi, le schéma classique, les seules personnes qui achètent en société à Dubaï, c'est les personnes qui veulent détenir une société, ils veulent faire détenir une société à leur holding française. Donc en fait, c'est juste une histoire d'optimisation un petit peu Mais fiscale. Attention, là tu mets vis-à-vis de la France, tu mets les projecteurs sur toi. Eux, ils remontent avec le régime Murphy, ils remontent leurs dividendes et après ils réinjectent l'argent où ils veulent. Mais effectivement, c'est plus simple d'acheter en nom propre. Si tu veux acheter en société à Dubaï, c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des gros fonds dans leur holding et qui souhaitent être propriétaires en. Les ressortir. Voilà. Après, Dubaï, juste pour revenir sur ça un petit peu, ils vérifient pas trop d'où vient l'argent. Je vais être complètement transparent avec toi. Par exemple, tu me parlais de faire une déclaration en nom propre à Marrakech quand tu achètes la forme à la banque. Là, tu me disais. La Formule 2, ouais. Formule 2, exactement. Comme quoi, rentrée des devises. Dubaï, t'es propriétaire, c'est ton pote qui envoie l'argent, il signe un third party agreement, on appelle ça une décharge comme quoi il y a une autre personne qui paye pour monsieur Mehdi Chirac et il n'y a aucun problème. Donc, nous aussi ça peut se faire ici sous décharge et tout, mais nous ils vérifient quand même l'argent. Ok. Fut un temps où mais aujourd'hui ils ont quand même beaucoup resserré les vis et je trouve ça bien. Ouais. Ça permet, parce que parfois ça pérennise le marché un petit peu. Ça pérennise le marché et tu sais, moi demain tu viens, je suis promoteur, tu m'achètes un bien. Et je sais que cet argent-là provient de cambriolage de personnes âgées, ça me ferait chier, tu vois. Ça, c'est un peu le problème à Dubaï, je vais être honnête avec toi. La crypto, etc. Tu vois, après, la vérité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont gagné de l'argent en crypto et en fait, juste ça les gave de payer des impôts en France. Ça, je peux comprendre. Ouais. Mais demain, je viens de l'argent où je sais que quand c'est sale, t'as vendu la mort à certaines personnes, ça me ferait chier. Ouais. Voilà, moi c'est mes convictions. Ouais. Moi je voulais voir un truc avec toi. Ouais. Tu as l'air d'être épanoui à Dubaï. Ouais. Aujourd'hui, retour en France envisagé, non? Non, pas du tout. Non, d'accord. Franchement, non. C'est vraiment. Je veux dire, il y a un truc que j'adore à Dubaï aussi. Alors, non seulement, fiscalité évidemment, le soleil toute l'année, la ville, les opportunités vraiment. Mais il y a un truc qu'on sous-estime quand même, c'est la force du réseau. Et ça, c'est indescriptible en fait, c'est inquantifiable, mais c'est vraiment plaisant de se retrouver avec des personnes qui ont plus ou moins d'argent, mais tu vois, c'est pas tabou, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tirer vers le haut. Là où c'est tabou en France. En France, c'est un vrai problème déjà. Donc non seulement c'est un problème en France, mais surtout c'est compliqué de rencontrer des personnes brillantes, tu vois. Alors qu'à Dubaï, c'est quand même un aimant à personnes qui ont envie de réussir ou qui ont réussi d'ailleurs. La force du réseau, je sais pas, à Marrakech, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui ont. Il y a beaucoup de mythos et il y a beaucoup de. Dubaï, il y en a aussi. Et il y a beaucoup de gens qui ont réussi. Effectivement, moi, mon cercle d'amis, c'est que des entrepreneurs, des constructeurs, des promoteurs on sait que je suis ami avec des sportifs célèbres, etc., avant qu'ils le soient. Mais forcément, ces gens-là, quand ils investissent, quand ils te parlent d'argent, quand c'était des gros mots, ça te tire vers le haut. Il y a un proverbe qui dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Et forcément, moi, ça me tire vers le haut. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, dans mon cercle d'amis, je suis le plus pauvre. Le plus bas. Et forcément, ça me tire vers le haut de voir ce qu'eux, ils font. Aucun tabou comme ça, cette envie d'entreprendre. Et ça, c'est ça que j'avais perdu en France. Ça te développe un mindset, tu vois. Ouais. Après, encore une fois, il n'y a pas de course à l'argent non plus. Tu vois ce que je veux dire, chacun va à son rythme. Mais bon, c'est juste le fait d'avoir un bon réseau, de dire à tes amis, venez, la semaine prochaine, on va à Bali, je bloque ma villa. Voilà. Il y a 4 personnes qui viennent avec toi dans l'avion. Enfin, tu vois, c'est exceptionnel. Bon courage pour faire ça en France. Tu vois. Exactement. Attends les vacances, les RTT, machin. Non, mon collègue, moi j'ai le mois de juin cette année, lui il a le mois d'août. Tu dois. Voilà. Bon, bref, ça, je pouvais plus. C'est vrai, ça c'est pas mal par rapport à Dubaï. Comment tu gères parce que moi, le gros point noir pour moi, Dubaï, la météo, elle est un peu similaire, sauf que quand même, vous atteignez des températures. Il fait très chaud l'été. Nous aussi, il fait très chaud. On monte à 45, 48. Ah ouais, quand même. J'ai déjà vu même 52. Ouais. Voilà. Nous, le climat, il est exceptionnel de mi-septembre à fin mai. Là. Ouais. Juin, juillet, août, on va commencer à arriver à des grosses températures. Donc le climat, on est un peu similaire. Je pense que c'est plus avantageux à Marrakech. Moi, quand je vois par exemple maintenant, Dubaï, on est à au moins 5 degrés de plus, tu vois. Donc, donc nous, c'est peut-être plus avantageux. Mais c'est surtout le point noir, selon moi, c'est la distance. Moi, je peux gérer ici, demain, j'ai un impératif qui tombe en France.
je suis dans l'heure, je suis dans l'avion. Ouais. Toi, ça se prépare quand même. C'est quand même 7h30, 8h de vol. Ouais, bon, moins pour aller en France. Moi, j'habite sur la Côte d'Azur, donc Nice, ça va, c'est assez rapide. Mais puis aussi, c'est un des plus. C'est peut-être même l'aéroport le plus visité du monde. Je suis pas sûr de ça, mais voilà, Dubaï, et encore, ils sont en train de construire un nouvel aéroport encore. Donc, Al Maktoum, là, on a l'aéroport international, donc DXB là. Et ils sont en train de faire un nouveau. Franchement, ça va. Moi, justement, je trouve que c'est une des forces de Dubaï. Donc là, tu parles de la distance. Moi, je pense que, au contraire, sa position géographique sur la planète est une force immense. Tous les avions, demain, tu vas aller au Japon, tu fais une escale à Dubaï. Tu vas aller en Thaïlande, tu fais une escale à Dubaï. Tu vas aller à Bali, tu vas aller à Hong Kong, tu fais une escale à Dubaï. Et en fait, il y a tout le monde qui passe par Dubaï. Oui, mais pour toi, qui as tes racines en France, la famille, etc., comment ça s'est passé avec la famille? Parce que du coup, tu as mis, c'est pas une croix sur la famille, mais bien évidemment, tu les vois moins. Effectivement, c'est plus compliqué. Voilà, vis-à-vis des parents, les cousins, les cousines. C'est plus compliqué. Après, voilà, moi, je suis là avec mon fils à Dubaï, ma compagne, etc. Donc, ça se passe très bien. On rentre les étés, on rentre les étés voir les grands-parents, etc. Mais heureusement qu'il y a WhatsApp. Heureusement qu'il y a qui marche pas à Dubaï. C'est plus compliqué que ça. Ça fonctionne, mais les appels. Bon, après, on a des applications gouvernementales pour pouvoir appeler sans problème, etc. Pourquoi ça fonctionne pas? En fait, on dévie un petit peu, mais en gros, il y a des opérateurs donc gouvernementaux comme Doo, comme Etisalat, comme même Virgin, etc. qui te facturent les appels à l'étranger. Mais par contre, ils facturent pas très cher. Mais en gros, tu peux appeler partout, mais c'est facturé. Donc en gros, ils veulent pas. Voilà. D'accord. Après, il y a des techniques, il y en a plein qui mettent des VPN, etc. Il y a des applications comme Botim qui est un genre de WhatsApp de Dubaï, mais gratuit. Ouais. Bref, il y a plein de. Du coup, moi, si tu veux, pour moi, la distance c'était un gros frein. Disons que effectivement, si tu as les enfants qui veulent voir, etc., la famille régulièrement, les frères, etc. Bon. Voilà. Effectivement, c'est plus compliqué, mais après c'est quand tu t'expatries, tu faut faire des sacrifices. Je préfère prendre l'avion plus souvent que dans un cadre qui me plaît pas, quoi. Ouais, mais effectivement, c'était ça le point noir. Bon, aujourd'hui, j'ai plus de liberté, donc c'est pour ça que je suis en train de regarder pour investir à Dubaï. Si demain il y a une crise géopolitique ou autre, parce qu'on sait que c'est proche du Liban, on sait que la Russie, moi c'est aussi un point qui m'interrogeait. Je me suis dit, demain, en cas de guerre, en cas de crise, si demain Dubaï ferme tout et vous dit, bon allez, dégagez. Tu sais, comment vous faites? Comment on fait? Si tout le monde dit dégage, on dégage. C'est pareil ici, moi. Si demain on me dit dégage, Non, après, c'est vrai. Encore c'est peut-être une question bête, mais est-ce que comment au niveau du positionnement géopolitique et tout? Moi, ce que je pense, je vais te répondre honnêtement. Alors déjà, moi, je dis que Dubaï, c'est un peu la Suisse du Moyen-Orient, tu vois, parce qu'ils sont complètement. Déjà, ils ne s'impliquent pas. D'ailleurs, je voyais, il y avait le conflit russo-ukrainien. Il y avait d'ailleurs, je crois que c'est là, en mai, la fête nationale russe. Gros drapeau russe en pleine guerre sur le Burj Khalifa, tu vois. Et donc, ils ont pris parti là. Non, c'est juste qu'ils soutiennent. Enfin, tu vois, c'est neutre, quoi. Donc, en gros, fête nationale russe, on met le drapeau russe. C'est pas on soutient les Ukrainiens, on soutient les Russes. C'est voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui habitent à Dubaï. Ouais. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Pas du tout. Donc c'est quand même, il y a toutes les cultures, toutes les religions, et ça quand même, Et pour répondre à ta question, ils savent que la force de leur pays, c'est quand même, il y a 92% d'expatriés. Les Émiratis représentent 8%. Donc demain, ils dégagent tout le monde, le pays meurt. Ils savent que la croissance et le dynamisme de Dubaï, ça repose sur les passeports étrangers. Donc ils ont la vision assez brillante, d'ailleurs, intelligente, de répondre aux besoins des étrangers. C'est pas pour les mettre dehors demain. C'est mon point de vue. Et en cas de guerre, parce que c'est pas loin de l'Iran, etc. Donc tu penses qu'ils se positionneront en tant que... Franchement, il reste assez neutre. Ouais, franchement, je pense qu'il reste assez neutre. Donc c'est plutôt stable avec le Shir. C'est complètement ça. Ouais, c'est complètement stable. Ouais. Dis-moi, à Dubaï, ce qui se passe souvent, on a commencé à en parler, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui se vendent, comme ça, dans la minute. Sold out, ouais. Est-ce qu'à Marrakech, c'est à peu près pareil ou... Alors, on a des exemples où c'était pareil, je peux les citer. On a un programme qui s'appelle Noria, où les gens ont fait la queue. Devant l'avant-veille, la Donc queue. Ils dormaient devant et ça a été sold out en 1 heure. Il y avait même des gens qui venaient faire la queue et qui, lorsque l'afflux arrivait, vendaient leur place dans la queue. Ah ouais. Voilà, c'était la folie. Nous, on a fait sold out, nous, MC Agency, sur des projets qu'on nous a confiés en exclusivité, Route d'Amizmiz et tout. Où on a fait sold out, on a vendu près de 200 appartements en 3 semaines. Maintenant, c'est pas tous les projets qui font ça. Forcément, il faut que ce soit au bon prix. Ici, le problème des promoteurs, si tu veux, et c'est pour ça que souvent ils font appel à nous et à moi,
ils ont encore du mal avec le développement sur Internet et la pub sur Internet. Ils sont encore, tu sais, avec des panneaux à l'ancienne sur les routes en disant projet là. Mais aujourd'hui, c'est Internet, c'est Instagram, c'est tout ça. Et il y a des promoteurs qui sont peut-être un peu âgés et tout, et qui n'ont pas conscience de cette force d'Internet. Donc, ils font appel à moi pour pouvoir développer leur programme sur Internet, parce qu'ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, c'est tout sur Internet et les réseaux que ça se passe. On peut sold out en 1 semaine, 2 semaines. D'accord. Alors que avec une pancarte sur une route, bon courage. c'est fini ça. C'est fini. Voilà, c'est fini. Donc eux, ils veulent pas s'exposer sur Internet. Ouais. Je le comprends. Et c'est pour ça que moi, je suis là pour ça. Super. Et je sélectionne uniquement des projets sur lesquels en amont fiable, où j'ai demandé des garanties. Et voilà. Et lorsque je signe un partenariat, en théorie, j'ai pas de boule de cristal, mais il y a très 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 peu de chances. Peu de casserole quoi. Pour qu'il y ait une casserole. Et je fais très attention à ça, même si je rappelle que ta réputation, c'est ton agence. Même si je rappelle que je ne suis t'es pas impliqué, directeur d'agence, que je ne suis pas le promoteur. Si tu veux, souvent quand je vous vends des projets, j'ai moi-même investi. Je ne peux pas tout dire sur Internet parce que je n'ai pas envie qu'on dise j'ai la grosse tête. Et puis même, je me protège aussi un peu. J'en montre déjà pas mal, je ne peux pas tout montrer. Mais sachez que souvent, quand je vous parle d'un projet, c'est que soit j'y ai investi, soit c'est vraiment hyper carré. Maintenant, le mec fait un accident de voiture, meurt. C'est pas de ma faute, tu vois. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pour ça que je pourrais commercialiser 10 projets par jour. J'en fais que très peu. Voilà. Ok, super. Ouais, à Dubaï, par exemple, tu vois, on parlait que ça sold out rapidement. Donc, ça dépend évidemment des projets, par exemple. Mais il y a des projets, donc les plus prestigieux. Par exemple, le premier jour, toi, tu veux acheter un appartement. Ils te disent, tu veux acheter quoi, un appartement? Non, ils disent aujourd'hui, c'est que les étages complets ou les demi-étages. C'est grave, ça. Tu reviens demain. Le lendemain, tu reviens. Bonjour midi, tu voulais acheter quoi? Bah, moi, toujours un appartement. Ah non. Aujourd'hui, c'est que les bulk deal. C'est quoi ça? 3, 4 ou 5 appartements, tu veux. Non, mais moi j'en veux qu'un. Ah bah tu reviens le lendemain encore. Ah, c'est la folie. C'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou. Et c'est qui ces promoteurs ultra. Il y a Emar, il y a un système parfois de loterie même avec Nahil, donc il y a un développeur gouvernemental aussi. Moi j'ai des clients, ils avaient 800 000 euros pour acheter un 2 bed, un 3 pièces, donc un 2 bed. On n'a pas réussi à obtenir le bien. Les mecs ils me disent j'ai 800 000 euros à mettre à Dubaï. J'arrive pas à avoir un appartement? Non. On n'en est pas à ce niveau-là. Ouais. On n'en est pas Après, à ce niveau-là. on est en concurrence contre des Russes, des Chinois, tu vois, des Ukrainiens. C'est de l'argent. C'est ça la grosse force de Dubaï. Ils n'ont pas travaillé 9 to 5 pour avoir leur 2000 euros à la fin du mois. C'est ça la grosse force de Dubaï, c'est que c'est international par rapport à Marrakech encore. C'est une force, mais c'est un inconvénient quand même pour les Français qui aiment bien prendre leur temps, tout réfléchir, tout comprendre. Ils se retrouvent vite. Moi, j'ai plusieurs fois où j'ai des personnes, je leur envoie un projet. Ok, je vais réfléchir tranquillement avec ma femme. Je reviens vers toi après le week-end. Oui, bah c'est bon, on le veut. Non, en fait. Nous aussi, ça nous arrive. Okay. Ou des fois, ils veulent réfléchir le week-end et tout, et entre deux, on a vendu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette population internationale. Aujourd'hui, on a beaucoup d'Européens, on a un peu de Canadiens, mais c'est vrai qu'on n'a pas, on a très sûr, peu. C'est on n'a pas assez encore tous les francophone. Russes. En fait. On n'a pas les Russes, on n'a pas beaucoup d'Américains. Mais c'est la langue, parce que c'est français, quoi. Donc, voilà. On n'a pas la prétention de dire qu'on a cette population internationale. Alors peut-être que ça va se développer avec la CAN et la future Coupe du Monde qui arrive. Parenthèse, j'ai entendu que maintenant, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais que donc jusqu'à présent c'était le français qui était enseigné, maintenant c'est plus l'anglais. Et effectivement, on commence à tirer vers l'anglais qui va être en langue numéro 2. C'est fou, parce qu'avec les relations qu'a la France depuis des années... Ça commence à tirer vers ça, vers l'anglais. Tu sais, le Maroc et Sa Majesté Mohamed VI, ils ont une vision exceptionnelle. Ils savent que le tourisme, déjà, ils accueillent. Voilà. Et un peu comme Dubaï, ils savent que ils doivent développer leur pays. Ils n'ont pas de gaz, pas de pétrole. Donc le tourisme, c'est un acteur majeur de ressources pour leur pays. Bien sûr. Et ils ont une politique et ils sont super malins. C'est propre ce qu'ils font. C'est bien. Et ils veulent se développer aussi à l'international. Donc ils se rendent compte des forces de leur pays ils ouvrent des portes pour les gens. Exactement. Et aujourd'hui, tout l'inverse de la France d'ailleurs, qui est un pays exceptionnel et qui pourrait pas faire mieux pour tu ferais exprès que tu ferais pas mieux. Je l'ai déjà dit, j'ai l'impression que la France, on est tous autour là, on fait un poker et la France, elle donne tous ses rois, tous ses as et elle récupère que des 3 de pique et des 4 de cœur. On peut pas vivre avec des 4 de cœur et des 3 de pique. C'est pas méchant. La fuite des cerveaux je constate au quotidien, sans parler de la fuite des capitaux. Et moi donc. Mais la fuite des cerveaux, c'est la matière grise. C'est ouf. Mais il y a personne qui leur dit mais vous ne voyez pas qu'on va droit dans le mur. Dans le mur. Non mais je comprends pas. Il y a pas de conseiller en communication. Il y a personne qui leur dit. Ce serait bien que les politiques regardent un peu. Mais comment on va vivre? Comment on va faire tourner un pays qu'avec des 3 de pique et des 4 de cœur?
Il faut du roi, il faut de l'as de pique, tu comprends ce que je veux dire? C'est imagé ce que je dis, mais je pense que tu as compris. Ouais, bien sûr. Le Maroc choisit son immigration, Dubaï choisit son... C'est pas méchant, on peut pas me taxer de raciste, je suis arabe, tu peux pas me taxer, mais choisir un peu, mettre des normes ou mettre des critères, peut-être avec des minimums. Ou fermer les robinets surtout. Ou fermer les robinets déjà, il y a quoi de mal là-dedans? Il n'y a pas de... Je sais pas, faire autre chose ou alors aider dans les pays d'origine. Mais comme tu as dit, si tu voulais faire... Pire, tu pourrais pas. Tu pourrais pas. Tu voudrais faire exprès de faire pire que tu pourrais pas. Ils sont en roue libre, là, régulateur, on va droit dans le mur. Bon, maintenant je me sens concerné, mais moins parce que je suis parti, ça fait 5-6 ans, toi pareil, mais ça me fait quand même mal au cœur. Ouais, bien sûr. Voilà, ça me fait mal au cœur. Les 68 arts, eux, ils auront leur retraite. Aujourd'hui, tous ceux qui ont 20, 30, 40, ils n'auront plus de retraite. Ils ne le savent pas, ils vont droit dans le mur. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça. Moi, je le savais déjà quand j'avais, au moment, je me rappelle, je passais mon bac S. Je me disais, et j'avais une très bonne amie, moi, qui me disait, ouais, je commence à faire des stages pour cotiser pour ma retraite. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais de quoi elle me parle? Bref. Il y a un truc que tu me disais il y a 2 minutes là pour rebondir. Tu me disais que tu sélectionnais tes développeurs, etc. Donc c'est à peu près la même chose à Dubaï. Maintenant, moi je veux investir à Marrakech, donc évidemment je me fais accompagner par ton agence. Mais quelles sont les erreurs à éviter si demain je suis français, je veux investir à Marrakech? Qu'est-ce que tu me dirais des points à faire attention peut-être Ouais, bien sûr. Alors les erreurs à éviter, je te l'ai dit, nous on le fait pas, mais c'est du paiement en espèces. Ouais. Voilà. C'est souvent de vouloir y aller seul, de ne pas passer par une agence. Nous, on est ici. Toi, tu es là-bas. Bien sûr. Je sais ce qui se dit, je sais ce qui est. Les bruits de couloir. Les bruits de couloir. Et, des fois, c'est infondé, mais des fois, c'est fondé. Voilà. Donc, les paiements en espèces, vouloir y aller seul. Après, les erreurs à éviter. Par exemple, il y a beaucoup d'agences immobilières ici à Marrakech, c'est une grosse concurrence. Les vraies agences. Pareil, les agences immobilières, il y en a beaucoup à Dubaï. Si tu comptes les agences sur Snap, oui, il y en a beaucoup. Mais si tu comptes les vraies agences physiques, non, on n'est pas tant que ça. D'accord. On n'est pas tant que ça et tout le monde sait quels sont reconnues. Voilà. On est quelques-uns très sérieux, mais sinon, voilà. Ceux qui sont sur Snap et tout, il y en a qui sont très sérieux, mais il y en a comme toi à Dubaï, ils ont à peine de quoi manger et ils font ça. Alors, ils essayent de gagner de l'argent. Je préfère qu'ils fassent ça qu'ils aillent voler, bien évidemment. Mais si tu veux. Le problème, c'est qu'il y a un investisseur derrière et il y a du vrai argent concerné. Mais l'investisseur, lui aussi, moi demain, je suis un investisseur. Je ne vais pas acheter un appartement sur Snap. J'ai besoin d'aller venir te voir, d'avoir un mec qui a un truc en physique, d'avoir un mec qui a déjà fait, qui est quand même installé depuis un certain temps. Qui investit lui-même. Qui investit lui-même. Quand tu entends l'investisseur qui pleure parce qu'il dit j'ai acheté un appartement sur Snap et puis j'ai fait un virement sur Revolut et j'ai jamais vu mon truc. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même aussi. T'as pas mis les étoiles, t'as pas essayé d'aligner les étoiles. Voilà, tu peux t'en prendre qu'à toi-même aussi. Il faut quand même faut pas les prendre pour des enfants, les investisseurs. Moi, je veux pas les infantiliser. Ils ont une part de responsabilité. D'accord ? Il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui ont une part de responsabilité, des vendeurs et autres, mais il y a aussi les investisseurs. Donc après, les erreurs à pas faire, j'ai envie de te dire, donc on a parlé de cette partie espèce, tout faire par virement. Et aussi, on fait un audit, quoi. Ne pas vous mettre serré à la gorge pour acheter quelque chose alors que vous n'avez pas les fonds. Bien sûr. Si tu n'as pas les fonds, les yeux plus gros que le ventre. Voilà, si tu rêves de ça mais que tu n'as pas les fonds, on va t'orienter sur quelque chose de plus petit et on verra. Et aussi, ce que je vous conseille, moi qui investissez avec nous à Marrakech, c'est que si vous faites uniquement un investissement pour de la diversification et que vous n'y venez pas y passer un minimum de temps ici pour kiffer, que vous n'aimez pas cette ville de Marrakech, je te déconseille. N'investis pas. Même si je vais gagner de l'argent. Que pour de la renta, n'investis pas. Viens y passer un minimum de temps. Aime cette ville de Marrakech et son pays, le Maroc. Si j'ai un discours, oh non, j'aime pas le Maroc, j'aime pas Marrakech, moi. Oh non, ça m'énerve ça. Mais je veux diversifier parce que n'investis pas. Voilà, moi demain si j'investis à Dubaï, parce que je vais venir y passer un petit peu de temps, parce que j'aime quand même cette ville de Dubaï où aujourd'hui je ne me verrai pas vivre, mais y passer du temps, pourquoi pas. Si c'est juste pour faire, j'irai jamais investir à Moscou, j'irai jamais. Pourtant, ça peut être très rentable ou autre, je sais pas. C'est pas rentable, voilà. mais... Ou Budapest ou comme certains début. Voilà, je ne le ferai pas, j'y vais pas. Tu comprends ? Bien sûr. Donc sinon, après, les erreurs, on est là, nous, pour vous les éviter, pour vous driver. Il n'y en a pas... Il y a une belle liste. Est-ce que, tu vois, par exemple, à Dubaï, les projets immobiliers sont enregistrés auprès du gouvernement de Dubaï? Est-ce que ça fonctionne pareil à Marrakech? Est-ce que le gouvernement il a son mot à dire ou demain, n'importe qui a un peu d'argent, il peut devenir promoteur immobilier sans... Alors, si tu veux, c'est un petit peu ça le problème. Un problème, ça. Effectivement. Alors, attention, ici, il y a beaucoup de gens qui disent la fameuse phrase « Ouais, j'achète un hectare, je fais des villas ». Exactement, je l'entends partout, ça. Ouais, alors, avec la langue, ouais, c'est facile. Mais quand tu rentres, et c'est pour ça qu'il y a Viabilisation. C'est pour ça qu'il y a des projets qui ont floppé. Parce que le mec, effectivement, ils se sont mis à 5-6 potes, ils ont acheté un hectare. Mais après, il faut les autorisations. Il faut prendre en compte le coût. La VRD, les voiries et les réseaux, qui représentent parfois 50% du prix du terrain. Ah ouais.
Parce que faire Les les gens, routes, ils sous-estiment ça. ils sous-estiment. Ils se disent j'achète un hectare, Je construis je fais des 300 000 maquettes, à la villa. je fais des maquettes, je vois un architecte, j'envoie des 3D, je prends 30% à la résa sur tout le monde et puis je monte les gros œuvres. Mais avant de monter les gros œuvres, il faut tes autorisations, il faut tes VRD, faire tes voiries et tes réseaux et ça a un coût qui souvent est sous-estimé. Il faut faire plein de choses, il faut plein d'autorisations. Et ça, c'est très bien. Le Maroc aujourd'hui, Marrakech, c'est fini, ce que tu as pu entendre. Tu donnes un bac chiche et tout, c'est terminé. Il faut des mètres de recul. Je te dis une bêtise, il faut 5 mètres. Il y a un urbanisme. Il y a un urbanisme. C'est un genre de PLU local. Il y a un PLU, il y a le bureau de contrôle, il y a l'agence ONE, il y a la RADEMA, qui doivent. Tu as aussi un COS, une partie de l'espace. Tu as un COS, effectivement. Okay. Souvent dans des programmes classiques, l'hectare, où on va faire 8 à 10 villas selon la note d'aménagement, SD1, GH2, etc. Dans un groupement d'habitation, on va t'apposer une parcelle où tu dois faire un parc de jeux ou un terrain de paddle, où tu dois faire un aménagement. Super. Quand tu dépasses X temps de villa, on va t'apposer des magasins, une petite mosquée. Tu as un cahier des charges à respecter. Super. C'est bien, c'est super ça pour les investisseurs. C'est super. Et c'est très bien. Mais souvent, ça en surprend plus d'un. Ça en surprend plus d'un sur la négligence des coûts annexes. Et d'ailleurs, je dois faire un podcast avec un ami à moi qui s'appelle Rachid prochainement. On va parler de tous ces coûts annexes parce que lui, c'est le mec que je connais, qui connaît le mieux, qui a fait un projet, qui a eu toutes les galères du monde. Il a eu toutes les galères. La VRD, en dessous de son terrain, il y avait ce qu'on appelle Khetara, il y avait des sources. Donc, encore d'autres autorisations. Des fondations, des trucs archéologiques. Il a eu toutes les galères du monde et aujourd'hui, je ne connais pas un mec qui connaît mieux que lui. Donc, il est passé par toutes l'expérience. Il a eu un recours au permis de construire. Un recours pour. Est-ce que vous avez une histoire titrée, pas titrée, etc. Il y a un truc comme ça aussi, non ? Alors, en général, moi, je conseille d'acheter que du titré. De la Melkia. Titré, c'est tes propriétaires de Tes propriétaires tout de suite avec un titre foncier. Voilà. Après, il y a des biens Melkia où je ne conseille pas, donc je regarde même pas et je ne vous conseille pas. Même s'il y en a des plus ou moins bien, une Melkia, c'est là où il y a peut-être que 2 héritiers ou 3, ils se sont mis d'accord et on va pouvoir faire du titrer le terrain. Mais en général, je ne regarde même pas. Je préfère dormir tranquille. C'est le problème quoi. Voilà, il y en a des biens, mais sinon je regarde même pas. Je veux que du titré. Tout de suite titré. Voilà, je sors de chez le notaire, j'ai mon titre. D'accord ? Ensuite, je fais mes villas et pour éclater le titre individuel, il faut que je finisse le projet. Donc aujourd'hui, la garantie que met le Maroc, c'est que tu dois finir le projet pour pouvoir éclater ton titre. Mais il n'y a pas de système comme à Dubaï où on va passer sur un compte séquestre gouvernemental. Et ça serait bien. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas au Maroc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques projets qui ont foiré parce que des associés… D'ailleurs, je pense que ça ne doit pas être très compliqué à mettre en place de la part du Maroc. Tu vois, il faut 2-3 personnes un peu… Oui, alors déjà, moi, j'aimerais bien parce que ça écarterait tous ceux qui sont les rigolos, les rigolos, et on ferait que sur du solide, mais ça risquerait du coup de faire augmenter les prix parce que du coup il y aurait beaucoup moins d'offres puisque ceux qui viennent ce serait que les solides et ils tabassent parce qu'ils savent que voilà. Donc mais moi mais bon, mieux vaut payer cher et avoir ton bien que payer je préfère dormir dans la rue. Si demain il y a une tendance à aller vers là, je préfère parce qu'en effet il y a plusieurs projets. Alors ça représente, je vais te dire une bêtise, sur 100 projets, peut-être 3, 4, 5% de projets qui ont floppé totalement parce que les associés n'ont pas pris en compte certains coûts annexes qui représentaient parfois 50% du prix des terrains. Ils se sont dit, je vais vendre sur plan, je vais encaisser 30% à la résa, puis après je vais faire ça. Et puis aussi des défauts de gestion. Donc il faudrait peut-être un OPC ou un bureau de contrôle qui fasse aussi la gestion. Et ça, si le Maroc tend à faire ça, ce serait exceptionnel. Parce que du coup, ça sécurisait aujourd'hui le frein. Aujourd'hui, le frein des investisseurs, le gros frein, c'est ça. Oui, bien Donc sûr. nous, on est là pour le sécuriser. Moi, demain, je veux mettre de l'argent au Maroc. Tu me dis, bon, tu mets là, bon, l'argent, tu l'envoies à ce gars-là. Je te dis, est-ce qu'il va finir ? Normalement, il finit. Alors, non, c'est des promoteurs. On envoie sur les promoteurs et c'est des sociétés. Voilà. Mais après, il y a toujours un promoteur qui a commencé. Donc, évidemment. Il y a toujours le mec qui commence. Le projet vitrine. Voilà. Alors, nous, si tu veux, le problème ici, au Maroc, qui revient, alors je ne l'ai pas sur tout, mais je l'ai sur, pareil, 20-30% des projets, c'est le retard. Mais ça va. Alors, ça quand dépend, c'est du locatif, tu as investi dans du locatif, c'est bien. Mais par exemple, moi, là où j'ai acheté ma villa et que j'attends pour y vivre, c'est chiant. C'est chiant. C'est que chiant. Oui, c'est que chiant. C'est pas le mec il est parti avec mes 100 000 euros. Bien sûr, non, nous on essaie de sécuriser. Mais ça peut être chiant. Et c'est souvent. Et puis en général, je connais pas les prix au Maroc, mais j'ai l'impression que ça explose quand même. Donc au pire, t'as ton bien qui prend de la valeur en parallèle. Exactement. Donc, mais une plus-value latente. Alors ça, c'est souvent l'argument du promoteur qui est en retard qui te dit ça en face. Qui te dit, bon, écoutez, je vous rends votre argent tout de suite. Juste titre. Voilà. Non, parce que quand tu achètes, moi quand j'ai acheté, tu m'as dit un prix. Je t'ai payé, tu m'as donné une date. On a un contrat entre nous deux.
Voilà, c'est toi qui m'as dit ton prix. J'ai payé le prix que tu m'as dit, tu m'as donné une date. Ouais, bien sûr. Donc après, tu es en retard. Non, je préfère que tu me dises, je suis désolé, je suis en retard, effectivement. Évidemment. Je vais vous faire une compensation, je vais vous faire le jardin, On va s'arranger, je vais vous mettre une domotique. Ouais. Voilà, que tu me dises, comme argument de mauvaise foi, oui, mais là, ton prix l'a monté. Ton prix l'a monté. Non, mais je veux dire, moi, je m'en tape. D'accord, mais je veux dire, oui, c'est bien. Pour protéger ton investissement, tu as quand même ton prix qui a monté. Donc, bien sûr, mais sauf que dans mon cas, j'ai dû racheter un appartement à 2 millions de dirhams parce que je voulais plus louer. Donc du coup, j'ai un an de retard, j'ai racheté un appart à 2 millions de dirhams. Donc si tu veux, ma plus-value latente, elle est partie, oui, dans un investissement, mais c'était pas prévu. Donc voilà, ça c'est un peu un problème qu'on peut avoir et ils veulent pas mettre de pénalité de retard ici. Pareil, demain, le promoteur qui vient avec des pénalités de retard noir sur blanc actées, il cartonne. Il cartonne. Parce que il se mouille lui aussi. Ouais, bien sûr. Tu es propriétaire à vie au Maroc? Dans les zones urbaines, oui. Tu es propriétaire à vie. Dans les à zones Dubaï, urbaines. tu vois, on a plusieurs zones. On a des zones en leasehold, donc 99 ans. Ouais. Mais ça, je conseille même pas. Enfin, je vends rien là-dedans. Il y a des zones GCC, donc pour tous les pays Arabie Saoudite, donc Émiratis, Oman, Koweït, Qatar, Bahreïn. Que ces zones-là qui peuvent acheter. Et on a des zones en freehold. Donc toi, demain, tu achètes à Dubaï, tu es propriétaire à vie. Ça, ça comme nous dans les zones urbaines, en plein Guilis, hivernage, etc. Mais on parlait de Bali, tu vois. Bali, moi, ma villa, dans 21 ans, je rends les clés. Bah, tu vas peut-être prolonger. Au bon vouloir du propriétaire du terrain. Ah, d'accord. Bah oui. Ah, c'est au bon vouloir. Il n'y a pas une clause qui dit que si je te donne ce prix-là. Ouais, non. Voilà, ok, d'accord. Dans les faits, c'est. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu l'auras rentabilisé? Bien sûr. Ah oui, ça se rentabilise assez rapidement. D'accord. Mais bon, après, tout dépend des coûts de construction. Tout dépend de... D'accord. On va parler de Dubaï par rapport à Bali tout à l'heure. Bali, les gens viennent en touriste. Ils viennent faire du tourisme à Bali. Dubaï, les gens, ils sont là à l'année. C'est une ville sérieuse où les gens s'implantent à l'année, tu vois. Donc même demain, tu pars 4 mois, 3 mois l'été parce qu'il fait trop chaud, ton loyer il est payé. Le mec il paye en un seul chèque. Il va pas lâcher le truc et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, sur Dubaï, tu as un exemple de bien où un mec qui n'arrive pas à louer, ou alors qui loue pas le prix qu'il a dit, ou qui un mécontent? Allez, on n'a pas de tabou. Est-ce que tu as un mécontent dans tes clients? Tu sais, je pense que maintenant, non, dans le sens où les gens qui ont leurs biens livrés maintenant, c'est des biens qu'ils ont achetés il y a 2-3 ans, et là les prix ont énormément augmenté. Par contre, cette même question, tu me la reposes dans 3 ans, c'est peut-être plus probable qu'il y ait peut-être plus de difficultés à louer, ou alors comme il y a beaucoup de biens sur le marché, effectivement, le prix se stabilise, voire baisse un peu. Après, ça ne sera pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à arriver. Comme je t'ai dit, tant qu'il y a des arrivées, tu vois, le prix sera absorbé par c'est un peu par l'offre. C'est un peu nous la même chose à Marrakech. Là aujourd'hui, sauf que nous, on a des gens du monde entier. Voilà, tous nos clients sont contents. Maintenant, il y a tellement de projets qui poussent que dans 3 ans, c'est pour ça que je commercialise pas un certain projet à 25 000 dirhams du mètre carré, 2500 euros, et que je dis à mes clients, venez, on fait 5 minutes de plus, et là on est à 1000 euros du mètre ou 1500 euros. Parce que quand tout sortira en même temps, vous, la zone où vous avez acheté ce prix-là, tu auras une rentabilité plus élevée. Tu loueras un peu moins cher, mais elle aura explosé. Et voilà, j'essaie toujours de penser pour eux comme pour moi. C'est bien, ça c'est évident. Voilà. J'ai pas de boule de cristal. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi. Moi, à chaque fois, quand il y a des. Attends, juste pour revenir sur le fait que tu sois propriétaire à vie, tu peux transmettre à tes enfants ou pas? Parce qu'à Dubaï, par exemple, tu transmets sans frais. Tu as 0,125% de la valeur vénale donc de frais de transmission. Donc, c'est-à-dire, sur un appartement, tu me parlais de 1 million de dirhams, 250 000 euros, tu vas payer 400 euros de frais de transmission. Alors, ici, il y a un peu plus, mais tu peux faire de la donation, effectivement, quasiment sans frais et tu n'as pas de droit de succession. D'ailleurs, ce qui est un vrai problème en France. C'est pour moi l'impôt le plus injuste du monde. Tu te bouges pour. Et à la fin, tu te taxes encore sur la succession. Mais pas genre un 10%. Non. Un 40%. Non. Alors, en héritier direct, tu as un abattement, c'est 100 000 euros tous les 15 ans. Et sinon, le reste, tu as un plafonnement et c'est 20%. Attends, c'est 100 000 euros si tu les transmets. Ah même si tu décèdes, on va te faire l'abattement d'office. Demain. Tu as 100 000 euros d'abattement par enfant. Oui. Mais pas tous les 15 ans. Tu peux faire tous les 15 ans si tu fais le. Si tu le fais. Si tu le fais pas, tu décèdes, t'as ton abattement. Mais tu décèdes, t'as ton abattement. Quelqu'un qui a une maison à 1 million d'euros. Ah bah oui. Après, ton abattement 100 000, ça représente rien. Et rien. après, c'est progressif. Tu vas être taxé sur le 900 000 à 20% et c'est progressif. Ce qui est honteux. C'est pour moi l'impôt le plus injuste du monde. Donc au Maroc, c'est possible de. Oui. Quasiment sans frais. Alors juste les frais de rédaction d'actes. Voilà, donc c'est possible. Et c'est une chose bien. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu me disais tout à l'heure. Par rapport à Dubaï, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de constructions off-plan, évidemment. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on travaille. Il y a beaucoup d'agents qui, entre guillemets, pensent un peu à leur commission, comme tu me disais. Au Maroc, pareil. Mais il faut vraiment se déplacer, tu vois. Parce que Dubaï, la ville, elle est en train d'exploser, en plein développement. Et il y a des terrains à bâtir un peu partout. Donc c'est pour ça que l'unité sur laquelle tu te positionnes, si tu sais que tu as un terrain devant toi, qui va te bouffer ta vue. La vue. Et la vue, selon ce que tu as devant toi. Ça fait une partie de la valeur de l'appartement. Ça fait une grosse partie de la valeur. Bien sûr. Une grosse partie. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment
peu importe si personne passe par moi ou par quelqu'un d'autre, voilà, vérifiez déjà qu'il ait sa carte d'agent ou voilà. Si possible qu'il soit aussi investisseur ou alors propriétaire et qu'il se déplace, qu'il vous envoie toujours des photos, des terrains, etc. Parce que quand on a dit, moi j'ai 90-95% des personnes qui achètent à Dubaï sans y venir. T'es leurs yeux et leurs oreilles, comme nous les ici. Yeux et les oreilles. Le cerveau surtout et les yeux et les oreilles. Ouais. Mais en gros, exactement, à Dubaï, c'est une force. Donc tu peux acheter complètement en étant d'une façon digitalisée, donc en étant dans ton canapé à Marrakech, tu peux devenir propriétaire à Dubaï. Donc c'est une force. Par contre, faire attention, ça peut être un inconvénient si tu te fais pas accompagner par quelqu'un qui se déplace et qui comprend quelque chose à l'investissement immobilier. Moi, c'est exactement, j'ai la même philosophie que la tienne. C'est je ne conseillerais pas un bien où je ne me verrais pas mettre moi-même mon argent. À partir de ce moment-là, tu vois, c'est exactement ce que je fais. J'attends là pour investir à Dubaï. Je te dis, j'aimerais que tu m'envoies quelques propositions. J'aimerais bien une chambre ou 2 chambres. En toute honnêteté, je suis toujours transparent avec mes abonnés. Je suis en pleine réflexion. Je me dis, Mehdi, est-ce que ça vaut le coup de mettre 300, 400 000 euros alors que tu vas y passer que 3 semaines, 1 mois par an? Est-ce que je dirais pas plutôt, tiens, Mika, j'arrive telle date. Est-ce que tu as un appartement pour moi 1 mois qui va me représenter un certain coût et ça me ferait 20 ans d'achat? Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Après je me dis, je diversifie, j'ai une potentielle plus-value. Donc, c'est vrai que je suis encore en truc. C'est pour ça que je vous. Tout est une question, selon moi, de opportunity cost. Donc, tu vois, le coût de l'opportunité. Est-ce que, tu vois, 300 000 euros pour toi, ça ne représente pas autant d'efforts que 300 000 euros pour quelqu'un d'autre? Ou peut-être il y a des mecs qui ont des millions d'euros et qui disent, bon, je mets 300 000 euros à Dubaï, je suis content d'avoir diversifié. Si toi, tu mets, je sais pas moi, 10 ans à les gagner, évidemment, bon, bah, il va falloir réfléchir. Et la question, c'est, si tu ne les mets pas à Dubaï, pour avoir une rentabilité à 8% et on va dire une stratégie mixte, donc de l'utiliser partiellement et de le louer en court terme, par exemple exploitation courte durée, qu'est-ce que tu fais avec ces 300 000 euros? Parce que si tu les mets en France, est-ce que tu auras un meilleur, tu vois, ça dépend. Donc en fait, pareil, il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment c'est propre à chaque personne. Et c'est si les gens ils ont déjà un patrimoine en France, je pense que ça vaut le coup de diversifier à Marrakech ou diversifier à Dubaï potentiellement pour pouvoir rien qu'en niveau devise. Dubaï, on est en dirham, en dirham, on est corrélé sur le dollar, donc ça fait une devise différente. Demain l'euro, donc là on a un euro fort, demain l'euro il s'affaiblit, c'est vraiment top d'avoir d'autres devises. Marrakech, alors tu comptes investir? Pourquoi pas? Mais des petits, pourquoi pas? Eh ben écoute, investissement minimum Marrakech? sur une chambre, 2 chambres? Ouais, 2 chambres. 2 chambres aujourd'hui dans un bon secteur, investissement minimum 100 000 euros. Ouais. Ah quand même, ça va, c'est pas. Ouais, ça va, 100 000 euros. C'est pas très cher. Au minimum. Ouais. Paiement sur 2 ans? Alors sur de la VFA, Ok. Sinon sur un bien ancien, c'est du paiement C'est comptant. bien, c'est pas- Mais sur un bien qui est dispo tout de suite, un beau 2 chambres, on va être au minimum, c'est un ticket d'entrée de 100. On va plus aller chercher, si c'est en 150. plein Guilise et tout, on peut monter 150. Là, on en a sur Coralia où moi j'avais acheté 100. Aujourd'hui, on les vend 160 en deuxième main. Mais c'est ceux qui ont suivi mes vidéos, c'est quand je suis arrivé à Marrakech. Tu vois, si j'avais su, j'en aurais acheté 10. Voilà. Mais voilà, le ticket d'entrée aujourd'hui pour un 2 chambres, c'est au minimum 100, mais on tend plus vers les 150 si on veut une résidence avec piscine et tout. En tout cas, si tu veux investir sur Marrakech, c'est avec grand plaisir que je te conseillerais, toi ou tes abonnés, qu'on te recevra à l'agence et je te ferai investir comme si c'était pour moi. J'en attends de même pour toi. Si je veux investir à Dubaï. Évidemment. De toute façon, on est en contact. J'espère que vous, les abonnés, vous avez apprécié ce podcast naturel et sans tabou. Et j'espère qu'on a fait le tour de vos questions. C'est un peu diversifié là, c'est un peu. C'est ce qu'ils aiment. Donc maintenant, Marrakech ou Dubaï, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend. Voilà, écoutez-vous. Faites-le uniquement si vous pouvez le faire. Si vous le faites à Marrakech, j'espère avec Mehdi Chirakesh et moi. Si vous le faites à Dubaï, ça sera avec plaisir moi. que Michael vous suivra. Les amis, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast et une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.